Bien alors, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention. Je vous laisse vous installer. On va démarrer le premier temps fort de cet après-midi. Avant d'accueillir nos prochains intervenants pour la dernière table ronde, on a accueilli déjà sur scène avec l'équipe, les collègues de l'équipe Paré, Monsieur Vincent Dubal, qui est le directeur de l'association Itinéraire dans le nord de la France et qui vient nous présenter un court-métrage qui a été créé par l'association, qui s'appelle Entracte en mode mineur, paroles de jeunes. Je laisse Monsieur Dubal nous expliquer le projet, comment il a été réalisé, et puis ensuite on passera au court-métrage. Bon, petit rectificatif, je ne suis pas le directeur d'Itinéraire. Si ma DG entendait ça, peut-être qu'elle réagirait. C'est une promotion, vous venez de l'apprendre. Oui, une promotion que je ne souhaite pas forcément. Donc, je suis le directeur, par contre, du service Entracte, qui appartient à l'association Itinéraire, un club de prévention, mais pas que. Entracte, qui est un service qui s'adresse aux personnes en situation de prostitution majeure à l'origine, donc nous, ce qu'on appelle plus communément les travailleuses du sexe, et qui a développé dès 2005 un projet autour de la prostitution des mineurs. Donc là, on va parler de mineurs victimes. On différencie bien les deux publics, sachant que les deuxièmes, les mineurs, rentrent sous le cadre de la protection de l'enfance. Le service est également un CARUD, donc c'est une particularité qui nous permet également, par convention avec l'ARS, d'accueillir des mineurs en situation de prostitution qui, par ailleurs, sont consommateurs de produits. Et ça vous parlera parce que je pense que vous en rencontrez certainement beaucoup avec des consommations qui aujourd'hui, et je m'appuie sur les dernières statistiques qu'on a pu sortir, sont de plus en plus problématiques au vu des produits consommés et du jeune âge des consommatrices concernées. Alors au départ, le projet est initié donc sur la base d'un travail de prévention spécialisé. Il a gardé cet ADN puisque depuis la création, la question de l'aller vers est restée et toujours au cœur de notre travail, avec des maraudes de rue spécifiques la nuit en antenne mobile pour permettre d'aller à la rencontre des jeunes sur le territoire de prostitution à Lille, avec des services qui leur sont proposés et éventuellement une mise à l'abri quand ces jeunes sont OK pour le faire. Ces maraudes, aujourd'hui, elles se sont diversifiées, puisque depuis, on a tous vécu l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Et donc, depuis 2016-2017, nous sommes également présents sur ces supports numériques, avec donc les maraudes sur les réseaux sociaux et aussi sur les sites dédiés à la vente de prestations sexuelles chez les adultes, mais aussi, et la question est la plus compliquée, chez les mineurs, même si on ne les décèle pas comme tels dès la première approche. Le service a également développé de la formation auprès des professionnels. Je pense que c'est un thème qui concerne beaucoup d'entre vous, puisqu'on a constaté dès l'origine du projet qu'il y avait un manque de formation sur ces questions de sexualité, sur ces questions de partenariat, etc. etc. Et plus récemment également, nous menons des interventions dans les collèges pour atteindre les jeunes qui potentiellement pourraient être touchés par la question de la prostitution sur le numérique. Voilà, donc c'est sur la présentation rapide du service. Maintenant, le documentaire que je vous propose de diffuser, alors je m'excuse, je vois des collègues du Nord qui l'ont déjà vu un paquet de fois. Le documentaire donc a été réalisé avec des jeunes qu'on a suivis dans le service, qui sont mineurs au moment de la réalisation du documentaire, ou jeunes majeurs, et qui du coup peuvent avoir une espèce de regard dans le rétroviseur sur
sur ce que leur trajectoire a occasionné. Alors en termes de douleur, c'est dit clairement dans le documentaire, mais aussi parfois avec des côtés qui questionnent, parce qu'il y a des aspects positifs qui nous expriment dans leur parcours. Quoi qu'il en soit, ça nous renvoie aussi à nous, dans nos professions, dans nos institutions, la question de la place que l'on fait à ces jeunes et de la possibilité, la possibilité de s'adapter à leurs demandes plutôt que de leur demander de s'adapter, ce qui est encore bien trop souvent le cas, à nos modes de fonctionnement. Voilà, j'ai terminé. Je propose qu'on puisse envoyer le doc. Ça dure 26 minutes. Et puis on se retrouvera après pour des questions si vous en avez. Je ne vais pas dire ça sidère, mais peut-être aussi parfois. Je suis ouvert. Je sais qu'on est pris par le temps, me disait Chloé. Du coup, s'il y a quelques questions, 2 ou 3, n'hésitez pas. Ou remarques. Bon, on va rattraper le temps perdu, du coup. Non, simplement une remarque, merci beaucoup. Ça a abordé une notion peut-être qu'on n'a pas évoquée ce matin, plusieurs. Le choix. Il y a vraiment cette idée de l'accueil inconditionnel là, dans ce film. Et les notions d'emprise qui sont assez importantes aussi, je crois, quand on accompagne ces jeunes. Voilà. Oui, on flotte un peu là, c'était pas rien et merci beaucoup du coup. C'est simplement une remarque. Peut-être pour rebondir sur la question du choix et de votre propos introductif avec la distinction que vous faites entre les mineurs et majeurs, où je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi votre vision. Je ne sais pas comment on peut parler de choix quand on voit leur parcours et les motifs qu'elles expriment pour lesquels elles ont eu accès à la prostitution, quand bien même elles ont été... c'est pas qu'elles ont consenti, je dirais plutôt, à réaliser des actes sexuels. Je me dis que si elles n'avaient pas été dans la précarité affective, psychotraumatique, économique, logistique, est-ce que cette concession aurait pu être faite également ? C'était juste pour nous alerter collectivement aussi sur les mots qu'on emploie vis-à-vis de ces jeunes-là, parce que c'est aussi une manière de les protéger peut-être et de lutter contre ce système-là qui leur fait croire qu'elles ont le choix ou qu'elles-mêmes elles se réapproprient le fait d'avoir été violées dans l'enfance ou d'avoir eu... Là, elles décrivent quand même des actes de violence assez graves vécus, que ce soit l'abandon ou des violences physiques. C'est une manière résiliente à la fin dont elles font preuve dans leur témoignage, mais un choix doit être libre et éclairé. Et moi, personnellement, je ne le sens pas au regard du témoignage, quoi. Et vous faites une distinction mineure-majeure pour compléter. Je ne sais pas, moi, faire la différence entre une jeune de 17 ans et demi et 18 ans et demi sur l'exploitation sexuelle. On retrouve les mêmes problématiques, les mêmes motifs d'entrée dans la prostitution. Mais voilà, ça, c'est peut-être plus... Oui, enfin, on n'a pas forcément le temps pour approfondir la question. En tout cas, nous, le service a été créé initialement pour les travailleuses du sexe majeures, avec cette question du respect de la personne, de ses ressources, de ses capacités ou pas. Voilà, c'est une position qu'a l'association. La démarche initiale était quand même une démarche de lutte contre le VIH auprès d'un public potentiellement exposé.
l'histoire a fait qu'à un moment donné, on a été confronté de plus en plus à des jeunes au milieu de notre public, dissimulés au milieu de notre public de majeurs. Là, on s'est clairement positionné, je pense l'avoir dit tout à l'heure, mais excusez-moi si ça n'a pas été suffisamment clair, on s'est vraiment positionné avec les jeunes dans une démarche de protection de l'enfance. Là, ce qu'elles disent de leur choix, j'entends qu'à un moment donné, c'est un choix qui est face à une situation qui peut cacher des traumatismes, de la misère économique. Quoi qu'il en soit, moi, en faisant ce documentaire, c'était d'apporter un témoignage brut. Parce que finalement, souvent, on est là, on parle en tant qu'expert, en tant que professionnel, mais nos jeunes, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Et à un moment donné, accepter d'entendre des paroles qui sont parfois à rebours de nos analyses, de nos expertises, je pense que ça a le mérite aussi de nous repositionner dans nos interventions. Moi, je dis souvent à mes éducateurs ou tout autre personnel du service, quand ils sont en contact avec des jeunes, ne les abordez pas sous l'angle de la victime. Surtout, déplacez-vous, faites le pas de côté. Si vous commencez à parler à des jeunes de leur statut de victime ou de leur état de victime alors qu'eux ne se considèrent pas comme tels, vous risquez de vous couper le lien avec eux. Après, il n'empêche qu'on est bien au clair avec cette question de la victime, d'accord ? Mais il y a la question de la posture qui, à mon avis, dans une intervention comme la nôtre, qui est une intervention de première ligne, finalement, on n'est pas... on est dans la rue, on est avec des gamines qui sont dans l'opposition, donc il faut absolument nouer ce lien, parce que derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose, et on sait que si on les attrape pas à ce moment-là, si on n'est pas raccord avec leur façon de s'exprimer, leur façon de... Voilà. Mais bon, ça mériterait d'approfondir beaucoup plus la question. Merci beaucoup Vincent. Est-ce qu'il y a une toute dernière remarque ou question avant qu'on puisse clôturer ce temps et passer à la dernière table ronde? Je vois monsieur Luciani au fond de la salle qui souhaite intervenir. Olivier Luciani, ADAP 13, prévention spécialisée à Marseille, sur le territoire de la gare Saint-Charles. Moi, je pense que ce témoignage a mis en lumière tout le travail de tous les acteurs qui sont assis aujourd'hui dans la question de l'accueil inconditionnel de l'autre, dans toute sa dimension, sa vulnérabilité, et tout le processus qu'il y a d'accepter l'inacceptable, avec des jeunes gens qui partagent des turbulences incroyables. Et comment, quand on est en rue, on va essayer à ce qu'il y ait des éléments d'accroche, parce que, elles l'ont dit tout à l'heure, je pensais que c'était des policiers en civil. Ça, je sais bien ce que pensent les éducateurs, hein, pour être... sur le coup, pris pour un policier en civil très régulièrement. Voilà, toute cette question de l'approche et du temps. Moi, ce que ça me renvoie, c'est la question qu'on a très souvent, que ce soit avec des partenaires qui sont dans la salle ou des jeunes qu'on rencontre, c'est cette question du temps, de la création du lien, et à partir du moment où c'est le moment, pardon pour le mot, eh bien on déboule, on met tout en place. Tous les réseaux, tous les acteurs, on met tout en place, et du coup, cette confiance-là et ce moment de bascule va faire qu'on va avoir la relation de confiance, va faire qu'à un moment donné, elle va avoir confiance à un autre professionnel qu'on va lui orienter. Merci. Merci beaucoup. Merci encore Vincent d'avoir partagé ce court-métrage avec nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dubal. Merci beaucoup, l'équipe Paré. Moi, si je peux me permettre, je m'autorise un petit commentaire sur ces témoignages, et parce que la dernière table ronde va justement traiter de l'accompagnement des jeunes à l'épreuve du terrain. C'est que monsieur disait, il faut créer, au moment où se crée le lien avec l'adulte, où le jeune reprend le lien avec l'adulte, ce qu'on a entendu quand même, enfin moi ce que j'ai entendu dans le reportage beaucoup, c'est que les jeunes avaient besoin d'être entre elles, hein, elles se faisaient confiance entre elles, elles allaient vérifier, elles ont besoin d'aller voir comment vont les autres, y compris quand elles ont décroché.
et que finalement on arrive aussi à les accrocher, l'adulte arrive à les approcher quand il arrive à s'approcher d'une qui va du coup transmettre aux autres, et c'est aussi un petit peu comme ça que ça se fait, et je trouve que ça s'entendait bien dans ce reportage, c'est ce qui était intéressant. On va accueillir pour la dernière table ronde, j'invite les intervenants de cette dernière table ronde à nous rejoindre sur scène, ainsi qu'à la modératrice, Madame Céline Rodon. Oui, merci. Je suis très fière de cette table ronde, je tiens à le dire quand même dès le départ, parce que l'accompagnement des jeunes, c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup sollicité, de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait quand les jeunes, et souvent on est sollicité dans l'urgence, et je crois que le travail qui a été mené ce matin sur le réseau entre professionnels va permettre aussi après aux professionnels qui sont dans l'accompagnement, effectivement, de dégainer quand la jeune elle sera prête. Le but de cette table ronde, c'est de peut-être un peu à l'image d'un parcours de jeune, comment elle est repérée par les équipes de prévention, comment une fois qu'il y a des mesures éducatives qui sont mises en place, elles s'adaptent, ces mesures éducatives, à un moment donné, pour ensuite, après, penser à un placement et même un parcours dans le cadre du placement, une fois que les conduites prostitutionnelles sont repérées ou même nommées par les jeunes. Et avant qu'elles soient nommées, il faut quand même qu'il y ait ce lien. Et ce lien avec les professionnels, il doit se créer au départ et de manière peut-être parfois en acceptant et en regardant la jeune différemment et pas forcément effectivement sur ce côté victime, mais en la prenant d'une autre manière. Et donc, je vais laisser les intervenants se présenter un par un. On va le faire un peu de manière... voilà. Et après, on abordera d'autres sujets sur l'accompagnement et sur quel, des fois, biais on peut tomber et comment aussi on peut essayer de penser autrement, et notamment l'après de ces jeunes-là, une fois qu'elles sont sorties pas du système prostitutionnel, parce que je pense que ça prend énormément de temps, mais en tout cas qu'elles sont capables d'aller dans le droit commun. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Eliette Payero, je suis chef du service de prévention spécialisé en Indre-et-Loire, dans le 37, et avec Mélissa à Devoix, nous allions vous présenter le dispositif Plume, qui est tout frais puisqu'il a démarré le 1er avril dernier. Donc voilà, l'Indre-et-Loire n'échappe pas aux problématiques que nous connaissons sur le territoire national et aussi sur les territoires ultramarins. Mais la question ne s'est pas posée dès 2022, mais on s'est fermement posé la question au niveau de l'aide sociale à l'enfance depuis 2022, à travers plein d'étapes diverses et variées, jusqu'au moment où l'appel à projet de l'État a été lancé l'année dernière. Et nous avons candidaté, nous faisons partie des 18 lauréats institutionnels qui financent l'intégralité du dispositif Plume, qui est en 4 axes, mais que l'aide sociale à l'enfance a souhaité adosser sur sa phase expérimentale les 3 prochaines années à la mission de prévention spécialisée, qu'elle porte sur l'ensemble du département, enfin sur une partie, en tout cas sur 10 QPV de la ville de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Et à partir de ce travail d'aller vers et de construction de liens que connaît si bien la prévention spécialisée, et des constats aussi faits par les équipes sur le terrain, est né le dispositif Plume, et je vais laisser la coordo vous le présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. On a choisi de faire le focus du coup sur les 4 axes donc de Plume, qui a été pensé pour accompagner les moins de 21 ans, donc sur l'Indre-et-Loire, sur tout le territoire de l'Indre-et-Loire. Donc, on a pensé à une équipe mobile spécialisée qui est composée de 2 éducatrices spécialisées à temps plein et d'une psychologue à 30%, et donc de nous 2 qui composons la fin de l'équipe. Cette équipe a été pensée pour aller vers sur les mêmes principes que la prévention spécialisée, c'est-à-dire l'anonymat et la libre adhésion.
Donc c'est vraiment aller vers les jeunes dans nos foyers, à leur domicile, et aussi pouvoir les accueillir dans notre local, donc vraiment de l'accueil inconditionnel. C'est aussi pouvoir les accompagner lors de leur retour de fugue, soit que nous on les accompagne donc au sein de leur lieu d'hébergement, ou à contrario il est arrivé sur son lieu d'hébergement et demande à nous voir, on pourra aussi se mobiliser pour aller à sa rencontre. Parce qu'on a la chance de pouvoir avoir un véhicule pour du coup quand même combler tout l'Indre-et-Loire. Donc évidemment on n'intervient pas que sur le milieu urbain mais aussi le milieu rural. Elle a été aussi pensée, cette équipe mobile, pour pouvoir faire un soutien technique aux professionnels, que ça soit de l'ordre lors de synthèse si on est mobilisé sur une situation, de l'ordre d'un appel téléphonique pour aussi un soutien sur le repérage ou sur l'accompagnement, sans forcément avoir après l'accompagnement au sein de notre dispositif. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Ah si, on fait beaucoup aussi vu qu'on commence tout juste, depuis le 1er avril, on fait beaucoup de rencontres en fait partenariales sur tout le territoire pour pouvoir en fait répondre dans la réactivité de nos jeunes qu'on va accompagner ou qu'on accompagne, et pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins à travers en fait tout ce maillage institutionnel que nous sommes en train de réaliser depuis le début du dispositif. Évidemment, on pense aussi à faire un soutien à la parentalité. Donc avec des ateliers de groupe ou des ateliers psychoéducatifs. Voilà, ça sera au cours de l'expérimentation qu'on va pouvoir expérimenter. Et aussi, on pense faire aussi des actions individuelles, collectives, notamment lors de chantiers éducatifs, qui fait aussi partie d'un outil de la prévention spécialisée pour pouvoir développer les compétences psychosociales des jeunes, les valoriser, comme on peut le savoir. Et donc ensuite, cette équipe mobile va aussi pouvoir proposer un kit d'urgence qui est en cours de construction, mais on l'imagine pouvoir le proposer aux jeunes lorsqu'ils se présenteront dans le local ou qu'on ira à eux lors de travail de rue ou de maraude sur le territoire de l'Indre-et-Loire. Mais pour le moment, on va être surtout sur le centre-ville de Tours. Donc ce kit d'urgence, on l'imagine avec des titres de transport, des préservatifs, des produits hygiéniques. Voilà, on est en cours de construction. On aimerait aussi pouvoir le construire aussi avec les jeunes. Mais ça aussi, je pense qu'il évoluera tout le long de l'expérimentation. Ensuite, ce dispositif, il va proposer aussi des formations aux professionnels, aux directeurs et aux chefs de service donc de l'enfance, mais aussi des ESMS, pour pouvoir en fait venir renforcer leurs compétences sur le repérage et l'accompagnement, et donc de pouvoir en fait accompagner leurs équipes de terrain à ce repérage et cet accompagnement auprès de leur public. Donc ça serait 3 jours pour les chefs de service et 1 jour pour les directeurs, et donc un appel à projet a été fait pour que ça soit un autre prestataire qui puisse former les professionnels. Nous-mêmes allons être formés par le même prestataire pour pouvoir vraiment avoir aussi cette connaissance en fait commune sur le territoire. Et puis aussi, on va pouvoir mettre en place des sensibilisations avec les centres de santé sexuelle au sein des collèges, des lycées, pour pouvoir les sensibiliser au consentement, au numérique, à la prostitution aussi. Donc ça, c'est aussi tout un travail avec l'éducation nationale qui est en train de se faire, toujours au sein de l'Indre-et-Loire. Et donc un dernier axe, ce qui va pouvoir s'apparenter à ce qui a été dit juste avant la pause déjeuner. On aimerait mettre en place une cellule d'accompagnement spécifique qui rassemblerait en fait des partenaires du territoire pour en tout cas réfléchir autour d'une situation
et avoir des réponses sur mesure pour la situation, donc avec les professionnels qui accompagnent le jeune, qui sont autour de la situation, mais aussi des professionnels extérieurs qui vont pouvoir peut-être amener quelque chose de plus technique et de pouvoir aussi vraiment proposer des choses auxquelles les professionnels de la situation, nous-mêmes, n'ont pas pensé à mettre en place et avec forcément un suivi pour pouvoir voir ce qui a été mis en place ou pas à la suite de nos décisions de la première cellule spécifique. Je pense que j'ai été complète. Je vais laisser la parole. Merci. Oui, la parole, c'est au dispositif quand même. On descend à Toulon. Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, on descend à Toulon dans le Var 83. Où nous aussi, on n'a pas été épargnés par la problématique de la prostitution des mineurs. Donc l'association Moisson Nouvelle, qui travaille et œuvre déjà dans la protection de l'enfance, a répondu à un appel à projet autour de la prostitution des mineurs et a ouvert il y a maintenant 1 an et demi l'accueil de jour renforcé au Calme. Donc accueil de jour où je travaille avec ma collègue ici présente. Donc c'est un accueil de jour dit renforcé parce qu'on Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît ? Vous m'entendez ? Parce qu'on ne vous entend pas bien pour l'enregistrement. Pardon. Est-ce que c'est mieux là ? Je ne veux pas crier, je ne veux pas que ça soit désagréable. Donc on a pensé cet accueil de jour dit renforcé pour travailler autour de la problématique et avoir des réponses à donner à ces jeunes filles. Donc on a l'accueil de jour qui accueille de façon inconditionnelle les jeunes filles avec 2 appartements de mise à l'abri en cas d'urgence. On a aussi une équipe de 4 éducateurs, une infirmière et une astreinte aussi qui tourne au niveau de l'équipe pour être présent jour et nuit et ce tout le long de l'année. Voilà. J'en oublie beaucoup des choses, je pense. Il y a pas mal de choses qui vont faire écho à ce qu'on a pu entendre avant et qu'on entendra très certainement après, mais il y a un gros travail de maillage aussi qui se fait au niveau de notre territoire et aussi on traverse un petit peu les frontières de nos territoires. Justement, tout à l'heure, je parlais avec le collègue de l'ADAPT 13 avec qui on essaye de mailler justement parce qu'on a des jeunes filles qui sont itinérantes, ça fait écho à ce qu'on disait ce matin, qui sont sur Paris. On a pu travailler aussi avec la région, on a pu travailler avec Marseille, enfin voilà. Donc on essaie vraiment d'élargir aussi notre champ d'action et nos partenaires justement pour répondre aux besoins de ces jeunes filles. On essaye aussi de se former et de former aussi tous les professionnels autour pour répondre à un accueil efficient et de qualité surtout, parce que c'est la grande problématique qu'on a pu rencontrer, c'est la qualité de l'accueil qui est faite à ces jeunes filles qui sont des victimes. Voilà, il ne faut pas l'oublier, peu importe la porte d'entrée par laquelle elles sont arrivées là, ça reste des victimes. Dans l'équipe, donc, nous avons l'infirmière qui va se présenter. Donc moi, je suis Laurence Lescoarniac, je suis infirmière, je suis de la très vieille école. Et je découvre depuis 1 an, maintenant un peu plus d'1 an, le monde du socio-éducatif, on va dire comme ça, sur le versant santé. Donc il m'a fallu me faire une place dans ce monde-là. C'est vrai que ce public est un public qui nous est adressé par l'ASE. On n'est pas en libre adhésion. Donc nous, ce sont des placements qui sont administratifs ou judiciaires, mais c'est un public qui nous est adressé. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin vraiment d'un mode relationnel qui soit dans effectivement l'accueil inconditionnel. Et c'est pas un vain mot, c'est quelque chose, c'est un concept qui englobe énormément de compétences à mobiliser, en particulier vis-à-vis de soi et de la manière qu'on a d'interagir avec ce public-là. Donc cette histoire d'accueil inconditionnel, c'est vraiment le cœur de ce dispositif, quelle que soit la modalité d'entrée en relation. C'est l'accueil inconditionnel. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ma petite place dans ce dispositif. C'était pas évident pour un personnel de santé d'arriver dans ce monde purement éducatif. Et je vous avoue que je m'y plais beaucoup. Mais
c'est vrai que quand on a pensé le projet, qu'on a pensé ce temps infirmier, finalement, on a vu que c'était une grande porte d'entrée pour ces jeunes filles, parce qu'elles venaient nous voir au début pour justement tout ce qui était attrait à la santé et à certaines problématiques rencontrées. Et pour les 3 quarts sur quasi toutes les entrées qu'on a eues, c'est pas des primo-placements, donc il faut le dire aussi, parce que ça crée toute la difficulté de travailler cette relation avec ces jeunes filles, parce qu'elles ont été échaudées par un passé de placement. Et effectivement, Laurence nous vient en soutien, parce qu'elle crée cette porte d'accès et ce lien qu'on arrive aussi à créer au travers elle, et à pouvoir entrer en relation et pouvoir mettre des choses en œuvre. On travaille aussi beaucoup avec la temporalité des jeunes filles. Alors, c'est des mesures de 6 mois renouvelables une fois. On essaye de retravailler cet aspect-là du projet, parce qu'on se rend vite compte que ça fait court et qu'on veut vraiment, vraiment rester dans l'axe premier, c'est-à-dire travailler dans leur temporalité et vraiment répondre à ce qu'elles nous demandent, les besoins qu'elles expriment, et pas leur imposer des deadlines avec des projets que nous aurons pensés sur nos propres idées. Et c'est tout ce travail en fait qu'on a construit, qu'on co-construit, qu'on continue de réajuster au fil des mois pour répondre vraiment à cet aspect de la protection de l'enfance qui cloisonne des fois, où on essaie justement d'amener quelque chose d'assez nouveau et de plutôt intéressant au fil des mois qu'on a pu avoir. C'est bon. Bonjour à tous. Mathias Cornu, je suis le directeur de l'association Relais, qui est située entre Lyon et puis donc Villeurbanne. Je suis accompagné par Stéphanie Ressohan, qui est chef de service, qui prendra plutôt la parole dans un deuxième temps sur Relais Questions. L'idée pour moi, c'était d'abord de vous présenter un petit peu ce qu'est la maison Lilo, d'où nous sommes donc partis et en quoi c'est pas un projet qui est arrivé donc comme ça, mais qui est bien issu de l'expérience de notre association, où on s'est redéployé pour mieux répondre aux besoins de ces adolescentes. Alors, pour vous dire un petit peu d'où on parle, on gère 6 foyers donc à Lyon et puis Villeurbanne, un CHRS, des foyers de jeunes travailleurs et des foyers pour adolescentes. Et il s'avère que depuis des années, on gère un foyer qui s'appelle donc la Nef, qui est situé en centre-ville de Lyon, à côté de la gare de la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent, et qui accueillait jusqu'à récemment 22 adolescentes dans un seul et même site, sans extérieur. Voilà. Donc, une équipe de 7 éducateurs pour 22 jeunes. À l'époque, j'étais chef de service en 2019, et très vite, j'étais assez sidéré de comment on pouvait s'adapter, nous, avec ces publics, en accueillant dans un seul même lieu à la fois des adolescents, sur des primo-placements, sur des jeunes qui étaient scolarisés, parce qu'il y avait eu des situations de carence familiale, qui se retrouvaient en cohabitation avec des jeunes vraiment en grande errance, qui étaient victimes de prostitution. Et on nous rend compte assez rapidement que les équipes étaient pas assez étayées pour répondre à ces besoins très disparates et très hétérogènes, avec des mouvements que je crois que certains collègues peuvent vivre ici, avec comment est-ce que l'éducateur est seul un dimanche soir, doit gérer le repas, doit gérer les devoirs pour la jeune qui le lendemain est donc en terminale, et à ce moment-là on a une jeune qui rentre de 3 semaines d'errance, une porte d'entrée, sauf que là l'éducateur il n'a pas le temps pour donc répondre aux besoins de la jeune. Et à se dire, là, nos foyers, c'est pas que ces jeunes sont incasables, c'est que nos équipes ne sont pas étayées, nos foyers ne sont plus adaptés, avec des cercles vicieux dans l'institution et dans l'établissement et dans l'équipe, avec un sentiment d'impuissance très fort chez les éducateurs, à dire mais ces jeunes, elles n'ont rien à faire chez nous, parce qu'elles embarquent les autres, donc des mouvements de rejet, et on reproduit un nouvel abandon dans le parcours de la jeune. Et une fois que ces jeunes ont fait tous les foyers de Lyon, on est bien tous sidérés à dire on fait quoi ensemble ? À l'époque, j'avais interpellé bien évidemment les pouvoirs publics, les forces de l'ordre. Une nouvelle fois, j'avais été donc interloqué par le manque de réponse collective. Et on a eu la chance, en 2019, d'être un certain nombre d'acteurs sur le territoire de la métropole de Lyon, avec une autre association, on a des collègues qui sont ici présents aujourd'hui, d'avoir plutôt donc une écoute attentive de la part de l'ASE. On s'est réunis avec le parquet des mineurs, avec l'éducation nationale, la PJJ, et on a fait tout un travail au niveau de la métropole de Lyon sur des dispositifs. Et il a été proposé à 2 associations lyonnaises de se redéployer en disant on vous accompagne, on met les moyens
pour faites des propositions pour mieux répondre donc, aux besoins du public. Donc nous, on a travaillé avec les équipes éducatives du foyer NF, avec le conseil d'administration, en listant les besoins de ces jeunes-là et en faisant donc un cahier des charges sur quel pourrait être un dispositif qui pourrait répondre donc, à ces besoins. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait donner des moyens humains en disant si on veut pouvoir récupérer ces adolescentes quand elles en ont donc besoin de jour comme de nuit, il faut qu'on ait une partie de l'équipe éducative qui soit disponible de jour comme de nuit et qui ne soit pas prise par d'autres enjeux avec les autres adolescentes. Il fallait qu'on parle de l'agilité. Il faut que les éducateurs aient la sensation d'avoir des libertés, de pouvoir faire preuve de créativité. Pour pouvoir se mettre en risque, il faut pouvoir donc oser, il faut que ce soit validé par la hiérarchie. Donc nous, on a vraiment donc, travaillé sur la notion du risque et sur donc, l'aller vers. Et bien évidemment, nous, donc l'association, on s'est mise en risque à créer ce foyer-là parce que derrière, on avait un soutien de la sociale à l'enfance. On n'y serait pas allé si on n'avait pas le relais et si on était seul, en tout cas sur le territoire, donc on n'y serait pas allé. C'est bien parce qu'on était au sein d'un dispositif plus large, au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc là, c'est le moment où ça fait waouh, il y a des moyens. Donc, vous avez le foyer NF donc historique. Et voilà le redéploiement qui a été fait en 2023. Donc, le foyer historique, on a diminué pour passer à 12 adolescentes. On a créé un dispositif qui s'appelle la boussole, là, qui est plutôt pour des jeunes en fin de parcours ASE, soit qui ne tiennent plus sur les collectifs, soit qui ont besoin de s'essayer un petit peu à plus d'autonomie, sur des appartements donc extérieurs, mais avec une équipe de 3 éducateurs juste pour ces 8 jeunes. On a aussi, nous, donc, la chance de gérer des fois de jeunes travailleurs. Donc, on a récupéré aussi nos propres chambres, une sur chaque FJT, pour avoir donc des jeunes. On se dit, il ne faut pas les mettre dans des collectifs, mais en même temps, les lâcher dans des appartements en ville, ça nous fait peur aussi. Au moins, on les met sur des FJT, il y a des veilleurs de nuit, et il y a l'équipe qui peut veiller. Et enfin, qui fera un peu plus donc, l'objet de mon propos, la maison donc Lilo, là, avec vraiment... donc à destination de 6 jeunes en grande errance et ou victimes de prostitution, avec une équipe donc dédiée. Voilà. 2 enjeux forts, nous, sur ce projet-là. Le premier enjeu, c'était le bâti. C'était comment est-ce qu'on fait un lieu où les jeunes, elles ont envie de venir s'y réfugier, de venir se mettre en protection. Donc, on a travaillé avec une architecte et un agent immobilier pour trouver quelque chose qui nous intéressait. Et on a fait le choix de trouver une maison qui soit donc accessible en centre-ville. Souvent, il y a des adage, donc elle est victime, il faut la mettre très très loin de nous parce qu'il faut la protéger de son environnement. Les jeunes, elles reviennent. Donc, du coup, on s'est dit, pour que la jeune revienne, au contraire, il lui faut un lieu qui soit donc accessible, qu'elle puisse rentrer donc à toute heure. Quand même un petit peu en retrait des grands axes pour pas que le lieu non plus soit trop identifié. Il est dans une petite rue, c'est plutôt donc des maisons qui sont autour. Et après, on a travaillé avec l'architecte sur les lieux, sur un lieu qui soit lumineux, qui soit chaleureux, avec un jardin et avec des espaces qui sont très modulables. On a une chambre, je crois, qui doit faire 8 mètres carrés, qui est très petite. Et on se rend compte qu'il y a des adolescentes qui aiment bien parce que c'est très contenant. Et je crois que la plus grande chambre fait 34 mètres carrés, avec une mezzanine, avec une baignoire. Et l'idée, c'est bien qu'on trouve à chaque fois la chambre qui est la plus adaptée à la jeune l'année dans son parcours. Et pour la dernière donc, diapo, ça a été bien évidemment de travailler sur l'aspect pédagogique, c'est de se dire que c'est le bâti qui leur donne envie de revenir et de se poser. Par contre, c'est le lien aux adultes qui fera donc accompagnement. Et là, c'est toute la souplesse dont Stéphanie pour évoquer un petit peu plus tard, qui fait l'accompagnement. On parlait des pratiques éducatives et de les rendre agiles. La question de la prise de risque, la question de la réduction des risques au sein de l'institution, qui a fait débat, qui fait encore que débat. Comment est-ce qu'on gère la question des stupéfiants dans ce type de foyer? Là, on est dans le dur parce que ça fait traverser plein d'enjeux en termes de droit, en termes de responsabilité. La prise de soin, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc vraiment, c'était de se dire un lieu qui leur donne envie de régresser. On dit toujours, nous, c'est des adolescentes, donc en premier lieu. On a la chance, là, dans les moyens. On a donc un cuisinier qui a mi-temps sur ce foyer-là. La cuisine, elle est au centre du foyer. Elle est toute vitrée. Et ben, les mercredis, ça sent le gâteau donc au chocolat quand les filles se lèvent. Et en fait, c'est vraiment de leur permettre de régresser et de se dire, j'ai aussi droit à ça, parce que c'est des ados qui descendent avec leur pilou-pilou le dimanche matin pour manger donc du gâteau. Et en tout cas, sur les effets de la fugue, on a une chute du taux de fugue qui est gigantesque. Donc ça marche. On parlera après de l'après qui est un peu plus difficile. En tout cas, sur un lieu donc repère pour se poser, on a des très beaux résultats.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette journée et merci pour l'invitation. Donc, je suis Federica Marengo, chargée de mission pour l'association Kucha. Et je suis accompagnée du coup d'Iris Clément. Je suis chargée de mission et plutôt sur la référence des parcours pour l'association Kucha et notamment sur le réseau Satouk. Donc, l'association Kucha est une association qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans dont l'objectif est la protection et l'accompagnement des mineurs victimes de traite des êtres humains. Les victimes d'exploitation sexuelle faisant partie de ce public. L'association a été créée par 3 professionnels qui étaient à l'époque salariés d'Or-la-Rue, une association qui intervient à Paris et Île-de-France auprès des publics, des mineurs en errance. Parce qu'ils avaient remarqué que si ils identifiaient des mineurs victimes, potentiellement victimes de traite, un placement dans Paris même était voué à l'échec. L'association Kucha, qui veut dire petite maison en serbo-croate, est née avec l'idée de protéger surtout le public que les fondateurs de l'association connaissaient, c'est-à-dire les publics des pays d'Europe de l'Est, centrale et orientale. Or, très vite, donc, le public a changé. Donc, l'association date d'il y a un peu plus de 10 ans. Le centre Kucha, donc le centre expérimental, a été ouvert en 2021 et c'est un centre sécurisé et sécurisant d'une capacité d'accueil de 6 jeunes âgés entre 13 et 17 ans. Sur une période limitée dans le temps, entre 6 et 12 mois tout au plus. C'est une période limitée parce que c'est un accompagnement très contenant où on les coupe du milieu d'exploitation et donc pendant le séjour au centre, les jeunes n'ont pas de téléphone portable, n'ont pas accès aux réseaux sociaux toutes seules. Les sorties sont encadrées par les travailleurs sociaux et le taux d'encadrement aussi du personnel qui est autour de ces jeunes est très important. Mais je laisserai Iris détailler davantage sur le côté éducatif. Et très rapidement, nous avons imaginé aussi que, en fait, 6 places, c'est pas énorme. Et donc, on a développé un réseau national de lieux d'accueil qui s'appelle donc Réseau Satouk. Satouk étant un petit village, un roumain, pour garder l'idée des pères fondateurs de l'association. Et le réseau Satouk a été initié avec des petits financements privés ou institutionnels, mais très limités, même en temps... en temporalité et c'est depuis l'année dernière donc qu'on a obtenu en financement sur pluriannuel grâce à l'appel à projet de la DGCS qui nous permet de développer et de pérenniser cette action. Donc le réseau Satouk, c'est un réseau de lieux d'accueil, essentiellement de lieux de vie, mais on a aussi une famille d'accueil, une MEX, un lieu d'accueil pour mère et enfants. Pour l'instant, on est une vingtaine de lieux d'accueil qui ne sont pas spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des mineurs victimes de traite, mais qui sont formés. On les forme sur ces questions-là. Et il est aussi, depuis un peu plus d'1 an, le réseau se compose aussi d'associations spécialisées comme Au Calme, comme Altea qui est ici présente aujourd'hui, et 2 autres associations dont Or-la-Rue. Et puis aussi les départements. On s'est dit qu'en fait, on avait besoin du soutien des départements, à la fois pour mieux travailler le moment de l'admission, de l'orientation des jeunes vers le réseau ou Kucha, et aussi pour que les départements nous soutiennent pour cibler au mieux des lieux d'accueil qui sont susceptibles de pouvoir travailler dans le cadre du réseau Satouk.
Donc pour l'instant, on a 2 départements, enfin un qui a déjà signé la convention, le département des Alpes-Maritimes, et un autre département avec qui la convention est en cours. Donc on a construit un parcours de sortie de l'exploitation et en fait c'est un projet, enfin, le centre Kutcha est un centre expérimental, le projet Satouk aussi expérimente des modalités pour s'adapter aussi au public, pour s'adapter aux difficultés qu'on a pu rencontrer au début. On est encore loin d'être parfait. Et l'idée, c'est, outre la formation, c'est l'accompagnement que nous proposons aux partenaires lorsqu'ils accueillent des jeunes. Et peut-être sur ça, je te laisse continuer. L'idée du réseau Satouk, c'est de faire lien dans les parcours de ces jeunes. Entre le moment où ils ont rencontré les premiers acteurs de terrain, où ils ont accroché sur un lieu d'hébergement, et le moment où ils sont orientés sur le centre Kutcha ou sur le réseau Satouk d'une manière plus générale. Ils ont rencontré beaucoup d'adultes pour lesquels il y a eu aussi des liens de confiance qui se sont créés. Et nous, on trouve important de préserver ces intervenants-là qui sont déjà acteurs sur l'accompagnement du jeune et à qui le ou la jeune a déjà laissé la place d'agir. On imagine que ce sont des parcours qui doivent être les plus individualisés possibles, en essayant de respecter au maximum quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est la temporalité, et qui appartient bien aux jeunes qu'on accompagne. On sait aussi que les besoins en termes d'accompagnement sont multiples et ils sont propres à chaque jeune. On a besoin d'être plusieurs pour avoir une lecture de leur parcours et d'essayer de déterminer avec eux comment est-ce qu'on peut les outiller. Alors on a pensé des parcours plutôt séquentiels avec, du coup, comme disait Federica, un premier passage sur le centre expérimental et puis ensuite basculer vers un partenaire du réseau Satouk avec l'idée d'avoir des modalités d'accueil et d'accompagnement qui soient les plus diverses possibles pour pouvoir adapter au fur et à mesure l'accompagnement des jeunes au sein de Kutcha. L'idée, c'est aussi de faire du maillage institutionnel. Alors, autour du centre, on a travaillé avec des intervenants assez divers, et notamment l'équithérapie, de l'art-thérapie, avec des équipes éducatives qui sont plutôt diversifiées en termes de parcours des professionnels et de spécialités, donc une infirmière, une psychologue, un éducateur scolaire. L'idée de ce maillage, on a à cœur aussi de pouvoir le transposer à l'extérieur du centre, notamment du coup en faisant lien avec les professionnels qui sont déjà accompagnants de la situation. Et puis depuis peu, on est aussi les chargés de mission territorialisés, avec l'idée aussi de pouvoir être identifiés sur les territoires, parce que du coup nous on travaille à distance, d'être identifiés aussi sur les territoires et de pouvoir vraiment aller à la rencontre des acteurs locaux. Et en effet, du coup, de pouvoir tisser un petit peu tout ça avec notre idée, du coup, de bien faire lien. C'est le travail aussi des référentes de parcours qui, à partir du moment où le jeune va être orienté, jusqu'à l'idéal de sa sortie du dispositif, qu'on puisse nous aussi être repères. Merci beaucoup. Peut-être juste, ce qui nous reste à travailler, c'est tout ce qui est le volet santé, parce qu'on constate que les jeunes qui nous sont orientés ont
pour beaucoup voir toutes des... il y a des traumatismes, des consommations, etc. Donc pour certaines, le niveau de traumatisme est trop élevé pour qu'on puisse les accueillir directement sur la structure, le centre expérimental ou sur les partenaires. Et donc il y a une nécessité, on essaye de développer un travail avec la santé pour qu'il y ait une prise en charge en amont, ce qui facilite après pour le jeune l'adaptation dans le centre. Et au niveau de l'adhésion, on travaille avec l'adhésion est travaillée au fil du temps. Les jeunes, forcément, il faut qu'ils acceptent, comme on dit, de monter dans une voiture ou dans le train pour venir au centre Kucha. Mais après, c'est la plupart du temps, et elles ne sont pas contentes d'être là sans téléphone et au bout du monde. L'adresse est tenue au secret, donc elles ne savent pas où elles vont atterrir quand elles partent. Mais cette adhésion est travaillée au fil du temps par les collègues du centre. Merci beaucoup. Quand on a travaillé ensemble cette table ronde, il y a l'un d'entre vous qui avait dit, je l'ai noté du coup, la difficulté est qu'on est contraint de réfléchir à ce qu'il est possible de faire plutôt à ce dont ils ont besoin. Et on voit bien que quand on réinterroge les méthodes... Excusez-moi, le micro est éteint. Tout le monde m'entend bien? Il est éteint ou il est allumé alors? On voit bien que quand on réinterroge les modalités d'accompagnement... Non, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a un petit bouton à lever vers le haut. Vraiment, je vous assure, il est levé par le haut. Je le sens, je vais attendre, je vais garder celui-là. Au cas où il me gronde. Et si je prends celui-là, c'est mieux? C'est bon? Ok, super. Donc on voit bien que quand on réinterroge les méthodes d'accompagnement et qu'on se questionne un peu sur comment faire face à ces jeunes et à cette problématique, on trouve aussi des leviers d'intervention et d'accompagnement. Et on a aussi des idées un peu novateurs, que ça soit dans un accueil de jour un peu renforcé ou même dans le fait de déconstruire des lieux de placement pour en construire des petits ou créer un nouveau dispositif et expérimenter un peu ce qui se passe. Sur le lien et l'accompagnement, je me questionne, et Laurence, si tu veux bien témoigner, sur la place de la santé, effectivement, de comment ça peut être une porte d'entrée, qu'elle soit autour de la santé mentale ou de la santé sexuelle. Voilà, comment en fait ce lien-là, ta place auprès de ce dispositif a pu aussi amener à créer du lien, parce que peut-être que l'adhésion, elle commence aussi à ce moment-là, l'adhésion pour la suite. Elle peut commencer effectivement par là. Le fait est que l'infirmière, c'est un public que ces jeunes, elles ne connaissent pas bien, voire pas du tout. Elles connaissent très très bien les éducateurs, elles connaissent très très bien les psychologues. Ce sont des professionnels qui ont jalonné leur vie depuis, pour certaines, de nombreuses années. Et donc, elles savent très bien à qui elles ont affaire. Quand elles sont en face d'une infirmière, c'est très différent. D'abord, elles ne savent pas quelle race de professionnels elles ont en face d'elles. Donc après, c'est sûr que c'est une question de personnalité, mais c'est aussi une question d'immédiateté. C'est-à-dire que on est dans la réponse qu'on peut ramener à ces jeunes, en fonction de leur demande, bien sûr, il y a une notion d'immédiateté. Je me suis fait mal, viens, je te fais un pansement. Le docteur, il a dit que j'avais mes vaccins pas à jour, c'est bon, on va les faire. Donc il y a une notion d'immédiateté avec un rendu immédiat, une réponse aux besoins qui est immédiat ou quasi immédiat, qui du coup devient vachement attrayant pour ces jeunes, quoi. Et le fait de les amener, ne serait-ce que par là, ça permet aussi aux éducateurs qui sont embusqués, pas loin, de tenter de se mettre en lien et de créer une relation qui va être utile tant pour les jeunes que pour l'équipe, parce qu'on a besoin aussi, nous, de nous structurer en fonction de chacune de ces jeunes que l'on rencontre, en fait.
Et dans cette notion de soins, il y a des demandes qui sont énormes. C'est-à-dire qui émanent des jeunes qui sont énormes. C'est essentiellement des demandes en matière de protection contre les IST, infections sexuellement transmissibles. Également par rapport à la contraception, parce que certaines, elles commencent les actes prostitutionnels, elles ne sont pas encore réglées. Mais quand ça arrive, elles commencent à avoir des craintes. Donc, il y a des grosses demandes vis-à-vis de ça. Il y a des mésusages de la pilule du lendemain sur lesquels il faut absolument intervenir aussi. Parce que c'est pas des bonbons qu'on prend à chaque fois qu'on a eu un rapport. C'est bien plus compliqué que ça. Et puis, par ce biais-là, il y a une entrée dans le soin qui est assez rapide. Et on a pour ça des intervenants qui sont assez efficients, les Cégides. Je vous recommande les Cégides. Si vous ne travaillez pas avec eux, tournez-vous vers eux. Ce sont des équipes formidables. On a des cabinets de sages-femmes libéraux aussi, avec qui on travaille en ville, qui sont des femmes, des jeunes femmes pour la plupart, qui sont très en lien avec ce public assez facilement. On a aussi un truc qui s'appelle la consultation, mais je pense que ça, il doit y en avoir partout. C'est les bilans santé qui sont réalisés par les CPAM, les bilans santé gratuits auxquels on a droit tous les 5 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et c'est vrai que pour ces jeunes, quand on les amène sur une matinée où elles vont passer toute la matinée avec des gens qui ne vont leur parler qu'à elles. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à leur vue, à leur poids, à leur audition. Elles vont découvrir peut-être que finalement, tiens, j'entends pas bien de cette oreille. Oh, mais j'ai besoin de lunettes. Oh, et ça fait naître des besoins, ça fait conscientiser plutôt des besoins auxquels on va pouvoir relativement facilement répondre. Donc ça, c'est les besoins qui sont très, très exprimés. Et après, il y a tous ceux qui sont moins exprimés et qui sont carrément niés. Et je pense en particulier à tout ce qui est de l'ordre de la consommation de stupéfiants. Mais moi, j'ai pas de problème. J'ai juste besoin de fumer un pétard pour dormir, quoi. C'est bon. Si c'est un problème, mais pour l'instant, tu le sais pas. Mais c'est pas grave, c'est OK. Donc, on travaille avec l'Exapa. Exapa Jeunes Consommateurs, on a des liens privilégiés aussi avec ces gens qui nous permettent de tranquillement amener les jeunes parfois à une consultation de psychologue auquel elles refusent absolument d'aller au préalable. Parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller chez le psy. J'ai juste besoin que tu me soignes mon eczéma. J'ai pas besoin d'aller voir un psy. Non, mais file-moi un cacheton là parce que j'ai mal à l'estomac. Mais j'ai pas de problème. Mais non, je suis pas stressée. Donc il y a tous ces besoins qui sont niés et qui apparaissent en fait sur des formes déguisées avec des demandes qui sont de la forme de l'immédiateté, comme on peut faire pour un pansement et tout ça, mais qui ne répondent pas réellement aux besoins. Donc dans un premier temps, on peut répondre de manière pansement sur une jambe de bois, c'est OK, c'est pas un problème. Ça aussi, ça fait partie de l'inconditionnalité. Ouais, on accepte. Et petit à petit, on s'est rendu compte que les consultations Exapa, ça les amenait à poursuivre une consultation avec un psychologue, entamer un vrai travail, pour certaines, pas pour toutes, mais pour certaines, d'accepter aussi effectivement de commencer à réfléchir sur la validation d'un éloignement, d'un abandon du téléphone qui pour eux est... Enfin, vous le savez comme nous, c'est très compliqué. Donc, ça fait partie des choses qui sont utiles à la bascule parfois. On parlait de prise de conscience. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça. Je pense carrément à une catharsis sur le moment où il va y avoir une prise de conscience de « Ah, mais oui, c'est bon, là, il faut que je passe à autre chose. » Et puis, mon rôle là-dedans, en fait, il n'a pas été évident à dessiner, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus de la coordination de parcours de soins, comme infirmière, que je fais pour ces jeunes, et aussi des démarches qui sont parfois très, très utiles auprès des différents intervenants en santé pour lesquels je me déplace, que je vais rencontrer en amont et avec qui je vais discuter en disant, voilà, nous, on a un public qui va vous planter les rendez-vous. On a un public, peut-être 1 heure avant le rendez-vous, je vais vous appeler en vous disant il faut qu'on décale. Ça risque de ne pas être évident. Mais c'est vrai que quand on a ce temps de discussion avec les partenaires médicaux, parfois ça marche. Voilà. Et tout ça, ça contribue à ramener les jeunes dans le giron de l'éducatif. Parce qu'invariablement, on se déplace, on va sur un rendez-vous médical, on peut y aller aussi
avec l'éducateur. Et du coup, ça crée du lien. Dans la voiture, je ne vous dis pas les liens qui se créent. Et il y a aussi, quand il y a des VAD, des visites à domicile qui sont organisées par les éducateurs, moi, j'essaye de me greffer pour essayer d'obtenir des informations, me présenter, rassurer la famille aussi, parce que nos jeunes, elles sont placées par l'ASE sur le dispositif, et en même temps, leur lieu de vie est maintenu au domicile d'un ou des deux parents. Donc, on a besoin de créer un lien aussi avec les parents, de les rassurer là-dessus. Et c'est vrai que l'aspect santé, tout de suite, c'est très concret, c'est très matériel. Et je trouve que c'est un très bon outil d'entrer en relation. Il va râler. Non. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres, vous avez d'autres dispositifs? J'ai vu que sur l'îlot, il y avait un petit temps pour un médecin, mais il y a aussi une réflexion autour du soin. Est-ce que vous souhaitez... Bonjour à tout le monde. Du coup, dans la continuité de la présentation de Mathias Cornu, effectivement, quand on a ouvert donc, le dispositif de l'îlot, la question de la santé, du prendre soin, je dirais même, dans sa globalité auprès de ces jeunes filles, a été centrale dans l'élaboration du projet avec l'équipe éducative, puisque on sait que ces jeunes filles vivent dans une survie permanente, sont dans l'immédiateté, et effectivement, quand elles arrivent et qu'elles ont mal à quelque part, si on n'agit pas tout de suite, elles ont tendance soit à minimiser ou soit à repartir. Pour combien de temps, on ne sait pas. Donc du coup, l'idée, c'était de tenter d'amener le soin à l'intérieur des murs de l'îlot, à la fois parce que le lieu permet de la sécurité, permet de rassurer les jeunes filles, puisqu'on s'est rendu compte très rapidement que les jeunes filles ont réduit leur fugue, avec l'idée aussi d'une équipe éducative très renforcée, puisqu'on a une équipe éducative de 6 éducateurs d'internat, une coordinatrice, une apprentie et donc une psychologue aussi qui intervient à 30% au sein de l'îlot. Ce qui a permis aussi, le fait qu'il y ait une équipe éducative renforcée, permet aussi une disponibilité, une écoute, qui fait que les éducateurs peuvent aussi soigner les bobos des jeunes, les emmener aussi aux urgences quand c'est nécessaire, et pas attendre qu'il y ait un rendez-vous chez le médecin 2 heures après, ou voire même le lendemain, puisque du coup les filles, elles n'attendent pas. Et donc du coup la question de la confiance a pu se travailler, continue à se travailler par ce biais-là, parce qu'elles se sentent rassurées. Et du coup on a pu développer d'autres stratégies pour que les filles puissent se saisir au moment où elles le souhaitent, à des moments différents aussi de leur parcours, notamment avec donc la psychologue, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas de bureau au sein de l'îlot pour l'instant, qui est dans le bureau des éducateurs, qui passe les repas, qui cuisine avec les filles, qui va dans les chambres, qui fait des accompagnements aussi sur l'extérieur pour prendre un simple goûter, avec l'idée de soit les réconcilier avec tout ce qui tourne autour du soin, soit aussi les familiariser, parce que pour certaines, tout ce qui tourne autour du soin physique ou psychologique, soit elles en ont vu beaucoup, ou soit c'est trop dangereux aussi. On a aussi différentes médiations, donc des partenaires qui viennent de l'extérieur, notamment une intervenante psychologue qui fait de la médiation canine, qui intervient le même jour, à la même heure, depuis l'ouverture du dispositif. Et donc cette médiation permet aussi aux jeunes filles, par moment, de revenir de fugue pour rencontrer notamment surtout le chien, quand même, plus que la psychologue dans un premier temps. Et du coup, c'est une médiation qui se transmet de jeune en jeune quand elles arrivent aussi à l'îlot. On a aussi d'autres partenaires, notamment le planning familial, puisque ça reste des adolescentes. Elles ont quand même une grande méconnaissance autour de tout ce qui tourne autour de la sexualité. Et du coup, il est aussi, mais c'est pareil, c'est des temps informels, ça engage pas les jeunes. Les professionnels sont dans les murs, passent un goûter, et du coup après ils repartent aussi pour que l'équipe éducative puisse reparler de ces intervenants avec les jeunes filles, leur proposer aussi quand elles seront prêtes, quand elles auront envie d'aller les rencontrer sur l'extérieur. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, et effectivement sur du plus long terme, donc on va essayer au mois de septembre de mettre en place donc un temps médecin et ou infirmier à l'intérieur de l'îlot, pour que du coup les filles, dans un premier temps, puissent encore une fois se familiariser avec ces professionnels de santé à l'intérieur du lieu qui les sécurise et qui les rassure.
Nous, la démarche est un peu différente puisqu'effectivement, on est sur une équipe mobile. Mais du coup, il y a eu un travail de lien et de contractualisation avec la Maison des Femmes, avec l'UEAPED, avec toutes les structures alternatives, le centre d'orthogénie. En fait, pour donner aussi aux filles et aux garçons, du coup, on a des questionnements. On va peut-être pas amener les garçons à la Maison des Femmes. Il faudra bien qu'on trouve des relais aussi pour nos jeunes garçons victimes. Mais en tout cas, il y a un travail de relais au quotidien qui s'opère par les collègues de l'équipe mobile pour aller vers les structures et donner aux filles et aux jeunes garçons les ressources pour aller elles-mêmes ou eux-mêmes sur les sites après, a posteriori. Un travail de fond avec le CGID aussi, les centres de santé sexuelle bien sûr, et les associations locales. On a le mouvement du Nid, mais on a aussi le planning familial, peu importe. En tout cas, on essaie de trouver avec elles et eux l'entrée la plus adaptée, mais ça passe aussi par beaucoup de temps de rencontres et beaucoup de temps d'accompagnement de l'équipe mobile avec le jeune ou la jeune vers les dispositifs existants. Et quand la confiance est prise, là, ça fonctionne. Mais il y a ce travail d'aller vers le soin aussi, qui est un peu différent, nous, dans les démarches d'équipe mobile, en fait. Merci beaucoup. Quand je vous entends sur la porte d'entrée sur la santé et le prendre soin des jeunes, on peut aussi se questionner sur le travail qui a été fait auprès des équipes éducatives sur leur posture professionnelle. Vous parliez tout à l'heure d'une prise de risque aussi, d'autoriser la prise de risque, de travailler aussi avec les ruptures que ces jeunes nous imposent, de par leur fugue ou de par même leur errance à un moment donné. Et je voulais savoir comment vous avez mener ce travail-là, ou en tout cas penser pour qu'il y ait un travail fait avec les équipes pour qu'effectivement il y ait cet accueil inconditionnel qui n'est pas un vain mot, mais qui autorise parfois des équipes éducatives à faire un pas de côté, une prise de risque aussi d'un point de vue institutionnel. Alors on a entendu qu'il fallait des soutiens des institutions, qu'on ne va pas prendre des risques si on n'a pas le soutien, mais voilà, comment ça a été pensé, construit et comment ça se met en place, notamment auprès des jeunes. Voilà, quand le lien s'est construit, que l'adhésion, alors on peut parler de libre adhésion ou d'adhésion contrainte quand on est sous mesure administrative ou judiciaire, mais en tout cas, comment on le maintient malgré les ruptures qu'elles imposent et comment on soutient les équipes aussi dans ça. Peut-être qu'il y a aussi un sentiment de frustration important dans ces prises en charge-là. Et voilà, ça me semble intéressant. Je ne sais pas qui veut répondre en premier, c'est jamais facile. Du coup, il y a aussi pas mal de formations aussi autour de l'équipe éducative, puisque les jeunes filles ne vont pas forcément vers les professionnels de la santé, mais ce qui ne veut pas dire que les éducateurs ne doivent pas s'entourer aussi de partenaires de santé qui ont eu de la formation collective ou même qu'on peut solliciter sur une situation qui nous inquiète, où on est plutôt sur une stratégie éducative, mais voilà, on a des doutes notamment sur la réduction des risques, sur certaines consommations où on n'est pas soignant. Donc du coup, notamment l'alcool, comment on accompagne une jeune fille qui est dans l'alcoolisme. Et donc du coup, l'idée, c'est aussi de s'entourer de professionnels qu'on peut interpeller sur un temps de réunion, même au téléphone, pour évoquer des situations, ce qui peut à la fois rassurer l'équipe éducative sur une prise de risque ou de permettre de prendre de la hauteur et d'élaborer sur une autre stratégie qu'on n'aurait pas imaginée. Pardon. Oui, par rapport à cette question, au niveau du centre Koucha, effectivement, il y a de la formation qui est suivie par les collègues, une approche. En fait, on est nombreux sur le centre expérimental. L'équipe éducative, il y a une vingtaine de professionnels, entre éducateurs spécialisés, l'éducateur scolaire, l'infirmière, la psychologue, et en fait tous ont une approche
complémentaire, mais un cadre unique qui est proposé aux jeunes accueillis. On leur montre qu'on s'inquiète. Ce qui a été projeté tout à l'heure dans le film d'Intract, des jeunes d'Intract, on s'inquiète pour moi. Effectivement, les jeunes qui sont accueillis à Kutcha nous ont dit qu'ils se sentent, qu'ils sentent qu'ils ont de la valeur, comme par exemple quand ils fuguent, que 5 minutes après, les gendarmes on a un partenariat avec la gendarmerie, les gendarmes ils sont prévenus et tout le monde part à la recherche de la jeune. Voilà. Et au niveau du réseau Satouk, parce que justement l'intérêt du réseau c'est d'avoir des partenaires avec des méthodes d'accueil et d'accompagnement diversifiées et complémentaires. C'est ça qui fait la richesse. Et en même temps, on a voulu essayer d'avoir une base commune. Donc on travaille actuellement, il va être adopté probablement la semaine prochaine lors de nos rencontres annuelles, mais on a un référentiel commun qu'on a élaboré avec les partenaires pour justement établir le minimum que chacun doit avoir comme en termes de mesures d'accompagnement, de posture et de vision en fait de l'accompagnement de ces mineurs. Merci beaucoup. On va aborder un dernier thème, et pas des moindres, c'est donc l'après. Comment on accompagne ces sorties des dispositifs spécialisés, comment on crée un partenariat avec l'aide sociale à l'enfance, bien sûr, mais peut-être d'autres moyens de faire, peut-être même les familles, pour accompagner cette remise aussi dans le droit commun, afin de ne pas créer une nouvelle souffrance non plus, et surtout d'éviter une énième rupture dans le parcours de ces jeunes. Je sais que ça a été travaillé par plusieurs d'entre vous, en tout cas ça a été pensé. Est-ce que vous voulez bien l'évoquer là avec la salle ? Alors, du côté de l'îlot, nous, c'est encore des questions qui nous traversent nos quotidiens, parce que c'est comme un dispositif qui s'est ouvert il y a moins de 2 ans. On a vu ce qui fonctionne. On est aussi dans le dur, on est aussi dans le réel, parce qu'il y a des échecs. Ça serait vous mentir que de vous dire que tout est simple et qu'on n'a que des réussites. On se rend compte avec le temps que le lieu fonctionne très bien pour leur permettre de se réfugier, de se poser, de réapprendre à faire confiance aux bons adultes. Ça, l'idée, c'est vraiment, je crois, le projet de l'îlot, c'est vraiment de leur permettre de se redire, il y a des adultes en qui tu peux avoir confiance, il y a des adultes qui sont des criminels. Voilà, on parlait tout à l'heure de victimes, on parle de crimes. Voilà, il faut aussi redire les choses. Ce qui est compliqué, nous, c'est sur le temps long. On a eu des jeunes qui ont fait un très beau parcours donc à l'îlot, qui sont posés, ça a duré 5, 6 mois, 8 mois pour certaines. Il y a eu d'autres départs de jeunes, des jeunes qui sont donc arrivés en début de parcours, du coup encore dans des situations de grande vulnérabilité, aucune conscientisation sur les phénomènes de prostitution. Et on en a vu certaines avec qui on avait bien avancé repartir à zéro. Et là on se dit, à un moment donné, donc l'îlot ça aide, trop longtemps ça abîme. Et c'est là nous la difficulté qu'on a à travailler avec les partenaires, c'est que donc la jeune, dans son dossier d'admission, il y a un peu que l'étiquette maintenant, c'est écrit qu'elle est passée par l'îlot. Ils savent qu'on a un cadre très souple, c'est aussi ça qui nous permet de les accrocher. On va avoir des partenaires qui nous disent « Oh là là, mais moi je ne vais pas prendre cette jeune, elle s'est habituée chez vous à avoir un cadre très souple, ou quand elle fugue, bon, on ne vous dit pas que vous êtes laxiste, mais quand même vous laissez un peu faire, c'est comme ça nous qu'on entend, même si on leur explique donc, le fond du projet. Et des fois, c'est comme de permettre, c'est un foyer transitoire, donc l'îlot, on a du mal à travailler avec des réorientations. Alors, on se rend compte aujourd'hui, les sorties positives, c'est un peu malheureux, c'est en interne de l'association, on gère des fois de jeunes travailleurs, on gère donc la boussole, où en fait on leur permet d'avoir donc une logique de parcours dans l'association, mais nous l'idée c'est pas de s'autosuffire non plus. Et c'est là où du coup comme donc un coup d'avance sur la métropole de Lyon, c'est que il y a la commission d'études des situations
ou qui réunit les associations qui sont un peu proactives sur le sujet, le parquet des mineurs, des responsables enfance, les services de police, l'UAPED, une pédopsychiatre, l'éducation nationale. Et c'est aussi le moment où on va repartager ces discussions-là, où là on est dans du réseau, à dire tiens, maintenant on peut passer sur notre dispositif, qui veut bien prendre donc le relais. Nous, c'est à la fois une instance où on aide, où on donne un peu notre expertise sur des situations. Des fois, il y a aussi des situations qui rentrent donc à Lilo par ce biais-là, et à l'inverse aussi, d'avoir des portes de sortie. C'est pour ça que Lilo, on parle de 6 places, voilà, c'est une goutte d'eau dans quelque chose qui est bien plus large, qui ne répond pas à tous les besoins de toutes les jeunes. On a des jeunes à qui ça ne correspond pas du tout. Là sont présents les collègues du STEP, qui est un dispositif plutôt où ils vont là où elles en sont, soit dans d'autres foyers, soit même sur des maraudes, parce que c'est des jeunes qui sont très en errance. On travaille en lien avec le STEP, ça nous arrive, nous sommes sur des fins de prise en charge, où le STEP aussi rentre dans la situation pour faire le relais et pour faire le fil rouge. Et ça, c'est vraiment parce que aussi la métropole de Lyon, nous avons été, on s'inclut tous dedans, assez proactifs sur ce sujet. Et on voit que même avec ça, des fois, on a encore des ratés, on a encore des manques, on a encore des adolescentes, malheureusement, qu'on perd. Tout à l'heure, j'ai discuté avec les collègues qui sont donc à Lille. J'ai appris qu'il y avait une jeune de chez nous qui était réapparue chez eux quelques mois plus tard. J'étais pas au courant. Je trouve ça bien aussi qu'à un moment donné, on puisse rééchanger ces situations-là. Et puis là, ça vient poser aussi la question que c'est un enjeu de protection de l'enfance, donc qui est financé par les départements, alors que c'est un enjeu national. Et là, on touche du doigt la question de la politique publique. Et puis, juste pour compléter, c'est qu'à un moment donné, les jeunes filles signifient aussi qu'elles ont besoin de partir de l'îlot. Et que ça, aujourd'hui, elles deviennent sujet quand même, qu'il faut aussi qu'on puisse l'entendre et l'accompagner sur ce départ. Parce qu'elles le disent, soit elles vont faire en sorte qu'elles partent de l'îlot, et pas forcément de la bonne manière. Et nous, l'idée, c'est qu'elles ne revivent pas soit une exclusion, soit une rupture, mais que du coup, voilà, elles peuvent dire que là, elles ont trop déposé, c'est trop, et qu'elles ont besoin d'un ailleurs aussi pour pouvoir rebondir. Et c'est là où on est dans la difficulté encore. Voilà. Vous m'entendez. Oui, pour rebondir, en fait, nous, on est confrontés régulièrement à justement ce passage-là, ce point de bascule où les assos de terrain ont réussi à accrocher, à repérer déjà, à accrocher, et en fait, il faut passer à autre chose. Et là, nous, en fait, on est bloqués parce qu'il y a bien plus de demandes que de possibilités d'accueil. Et pour autant, on sait que les fenêtres de tir sont minimes et qu'en fait, il faudrait qu'on soit en capacité d'agir dans l'urgence, de pouvoir mobiliser les ressources qu'on a très rapidement. Et ces ressources, on ne les a pas, donc on essaie d'y travailler avec le réseau Satouk et aussi de travailler à la formation des professionnels, au repérage, en se disant qu'en fait, en agissant en prévention, peut-être que du coup, on pourrait éventuellement être interpellé bien plus tôt dans le début du parcours d'exploitation de ces jeunes et du coup pouvoir travailler les choses aussi au long cours. Donc oui, on a bien conscience de ces problématiques-là et on essaie d'y travailler. Et sur la suite des parcours et la sortie, comme je disais, Koucha, c'est 6 mois à 1 an. L'âge moyen et des jeunes, quand elles arrivent, c'est 15 ans. 14-15 ans. Donc, il leur reste, comme ils ont encore un long parcours avant qu'elles soient majeures. C'est pour ça qu'on a imaginé la possibilité de les réorienter sur les partenaires du réseau Satouk. Ça peut être aussi des réorientations sur des structures d'accueil, mais qu'on va vraiment à l'extérieur du réseau, qu'on va choisir toujours en coopération avec le service placeur, mais qu'on va cibler en fonction des capacités et des besoins et des projets des jeunes. Je vous disais, le centre Koucha est un centre expérimental. À la base, une jeune fille, un garçon qui arrive à Koucha, il passe 1 semaine, 6 mois, 1 an. S'il part, il ne revient plus. En fait, on a réalisé que, justement, parce que les parcours de ces jeunes, c'est des parcours chaotiques, des fois, il y a besoin pour une jeune qui est déjà arrivée, qui a déjà été prise en charge par
au centre Koucha de revenir. C'est pas systématique, ça nous est déjà arrivé quelques fois, pour apaiser la situation, pour gérer parfois l'urgence. Je pense à la première pour qui on a proposé cette option, et ensuite de retrouver une autre solution. On travaille aussi, même si on est très renfermé sur nous et sur les jeunes au centre, mais aussi et surtout les partenaires Satouk travaillent avec les familles. Il y a un travail vraiment important qui est fait avec les familles d'origine lorsque cela est possible. Et donc, je pense par exemple à une jeune fille dont le parcours a été justement parce que tous les acteurs qui gravitaient autour de la situation, on a vu tout à l'heure le chemin de tous les acteurs qui gravitent autour de la jeune, et ben, c'est un peu... toujours comme ça. Donc là, tous les acteurs avaient, du moment du repérage à l'accueil à Koucha, au transfert sur une structure de Satouk, on a ensuite travaillé le retour auprès de sa maman avec un soutien et un accompagnement de la maman et de la jeune. Et pour l'instant, ça se passe bien. On reste aussi en lien avec les jeunes qui ne sont plus... donc, quand elles passent dans les structures du réseau Satouk, bien évidemment, Iris, notre collègue Lila et les collègues du centre restent en lien avec les professionnels et éventuellement les jeunes. La psychologue, par exemple, qui a entamé un travail avec les jeunes, reste en soutien et elle peut continuer le travail qu'elle a initié avec les jeunes, même lorsqu'elle quitte le centre, le temps de trouver un relais sur place. Et en fait, justement, la psychologue, l'année dernière, est restée en contact avec 5 jeunes qui avaient quitté le centre, qui étaient partis sur d'autres projets. Et sur les 5, 4 étaient vraiment sortis d'exploitation. Donc, il y a encore des rechutes, mais par exemple, une des jeunes qui était retournée en exploitation, elle avait su appeler justement la psychologue pour dire je suis à nouveau en danger, j'ai besoin d'aide. Donc, ça prend du temps. Nous, en Indre-et-Loire, on n'en est pas là, en fait. Si la démarche expérimentale a voulu démarrer par le recensement, c'est parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la clé ou les clés pour construire l'après avec les jeunes, et l'interrogation reste pleine et entière. On voit bien que le collectif, le grand collectif, ça ne fonctionne pas spécialement. Les familles d'accueil, c'est compliqué. En fait, on se nourrit aussi de toutes les expérimentations qu'on croise. Et on n'a pas encore trouvé, au vu des jeunes que nous accompagnons et toutes celles que nous allons, nous l'espérons, accompagner prochainement, trouver la bonne clé. On se dit en tout cas qu'il faudra un peu de tout. En tout cas, il faut de l'accès aux soins, ça c'est sûr. Leur temps psychique à elles et le temps de nos mesures éducatives, c'est pas forcément leur réalité à elles. Donc on se retrouve dans ces écueils-là, effectivement. On aimerait construire avec elles des solutions. On se dit surtout que nous, Plume, ça va jusqu'à moins de 21 ans pour une procédure, enfin pour de l'aide sociale à l'enfance, on était plutôt content de le vivre comme ça en tout cas, et de se dire qu'il va falloir désormais qu'institutionnellement on pousse un peu nos procédures pour accepter ces allers-retours permanents de nos jeunes filles prises en charge à eux et jusqu'à 21 ans, ce qui est peu le cas aujourd'hui, il faut se le dire. Filles et garçons, pardon, quand je dis elles, c'est victimes, mais nos filles et nos jeunes garçons. Mais de toute manière, toutes les bulles psychiques qu'on va pouvoir leur offrir et tous ces espaces un peu différenciés, c'est pour elles ou pour eux en tout cas un pari gagné, mais en tout cas la construction de l'après, nous en Indre-et-Loire, on n'en est pas là. Les procédures à eux, enfin jusqu'à 18 ans globalement, il y a un retour de flux qui se fait et c'est une fenêtre d'entrée dans l'immédiateté et l'équipe mobile répond et peut répondre à cette immédiateté-là, mais toutes et tous ne s'en saisissent pas, donc il faut aussi qu'on se réinvente à chaque fois sur le possible. En tout cas, l'immédiateté, oui, la question du soin aussi. La question de la structuration aussi avec le parquet et tout ça, parce qu'on voit bien que parfois elles sont proxénètes, mais jamais il faut qu'on oublie qu'elles ont été victimes à un moment donné. Nous, sur le public type, c'est le même qu'on se trouve partout. Elles ont toutes été victimes, enfin en tout cas en Indre-et-Loire pour l'instant, dans le recensement fait aujourd'hui, elles ont toutes été victimes de violences sexuelles dans leur parcours. Elles sont prises en charge à l'aide sociale à l'enfance, elles sont en grande vulnérabilité et elles en cumulent plusieurs. Le constat, il est sans appel, et on a aussi des défauts de prise en charge qui remontent à leur parcours.
L'idée, c'est pas de regarder les trous dans la raquette qui ont été faits, mais bien de construire la paix. Force est de constater qu'on n'a pas de baguette magique pour l'après. Donc oui, l'expérimentation, c'est intéressant. Je crois qu'il faut surtout qu'on garde en tête, en tout cas nous, dans le projet d'Indre-et-Loire, c'est ce qu'on veut mettre en mouvement, c'est répondre à leur immédiateté, mais pas que non plus en essayant de construire des solutions les plus longues possibles pour elles, mais va se poser des questions très simples. Quand on les prend en charge dès 14 ans, on sait très bien qu'à 15 et 16 ans, elles seront encore dans nos prises en charge, et jusqu'où on va et comment on les accompagne dans ces longues temporalités qui ne sont pas celles de nos prises en charge d'aujourd'hui. On en a bien conscience, c'était juste pour dire que la question de l'accompagnement, je vois bien qu'on essaye tous de faire à la hauteur des filles et des jeunes pour lesquels on est inquiet finalement, mais qu'on n'aura pas plus de moyens. Il faut aussi qu'institutionnellement, on porte cette nécessité de les accompagner dans le longtemps, même si elles refusent aussi ça, puisqu'elles sont dans des ruptures. Mais ces allers-retours, il faut qu'on les accepte, ce qu'on sait peu faire aujourd'hui quand même, hein, il faut qu'on se le dise. Mais il va falloir qu'on apprenne nous aussi sur nos représentations et sur nos modes de faire. On m'entend? Je ne vais pas me faire engueuler, c'est bon? Non, je voulais juste rebondir effectivement sur l'après, parce que le dispositif au calme, donc ça fait 1 an et demi. Donc on a eu effectivement des jeunes filles qui étaient en fin de parcours chez nous, des jeunes filles qui n'étaient pas encore à la majorité, donc il fallait penser l'après aussi. On s'est retrouvés en difficulté avec le service gardien, avec l'ASE, avec tout ce qui était possible, imaginable de mettre en place, malgré le fait qu'elles étaient prêtes. Finalement, je rejoins aussi les collègues où elles arrivaient à se poser, à dire qu'elles étaient prêtes. Et là, la temporalité, forcément, c'est pas toujours la bonne. L'âge n'est pas le bon, les lieux ne sont pas les bons parce qu'on leur reparle de MEX, alors que la MEX, c'est quelque chose qu'elles ne veulent plus entendre parler. Donc nous, avec nos petits moyens, on a réussi à construire avec le réseau Chambre en Ville, avec qui on travaille plutôt pas mal, et certains inspecteurs sur la CDO pour qu'elles puissent avoir un petit peu cet accès pour arriver à avoir une réponse un petit peu plus rapide et qui corresponde aussi à leur temporalité. C'est un travail titanesque parce que forcément, il y a beaucoup de jeunes qui ont les mêmes besoins et force est de constater qu'elles sont vraiment dans cette nécessité d'avoir une réponse immédiate. Et pour d'autres aussi, la construction de la majorité où elles arrivent à majorité, le service au calme s'arrête. Quel travail avec quel partenaire, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme réponse aussi, qu'est-ce que peut nous donner comme réponse le service gardien. C'est encore quelque chose qu'on travaille, qu'on co-travaille avec eux, parce que c'est pas des choses qui ont été pensées au départ. Et forcément, cette temporalité d'1 an, elle passe très très vite. Il faut donner des réponses effectivement concrètes, et pour le moment, on est un petit peu encore sur un stand-by et sur cette expérimentation de travail en réseau en tout cas. Ouais, nous, juste pour terminer sur ce point-là, l'expérimentation fait qu'on a travaillé le maillage avec les services de l'État et avec la déléguée aux droits des femmes. Et effectivement, jusqu'à 18 ans, c'est l'ASE, mais la préfecture vient sur les parcours de sortie théoriquement dès 18 ans. Donc on partage ce 18-21 ans-là. Donc on espère limiter les ruptures dans ces parcours-là pour que les jeunes femmes, les victimes puissent bénéficier de cet accompagnement-là. C'est peu à l'expérimentation aujourd'hui parce que quand même cette tranche d'âge reste assez difficile en termes d'accroche, en tout cas pour nous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, jusqu'à 18 ans, on peut les retrouver sur nos structures aide sociale à l'enfance. 18-21 ans, une fois qu'elles sont parties, c'est difficile de les raccrocher. Mais voilà, en tout cas, le mariage avec l'État peut être fait et peut être pensé. Il faut qu'on l'expérimente autrement. Mais les 18-25, c'est très compliqué sur cette accroche, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Voilà, on va passer aux questions dans la salle ou d'autres témoignages si vous souhaitez présenter aussi d'autres manières d'accompagner et de structures. Je vois qu'il y en a 2 là-bas. Bonjour, Mathilde Morel, je suis chargée de projet sur le dispositif La Boussole sur le département du Nord, donc un dispositif hybride depuis 2020 dédié au phénomène d'exploitation sexuelle des mineurs. Et j'avais une question plus particulièrement pour les collègues de l'Indre-et-Loire et du Var, puisque
Dans la réalité des accompagnements que nous avons auprès des jeunes, on a énormément de jeunes qui sont dans de l'errance à l'échelle nationale. Et alors, je voyais que pour les collègues du Var, vous comptabilisiez vos accompagnements sous la forme plutôt de mesures. Donc, j'imagine qu'il y a la question de la territorialisation des jeunes de votre département qui sont du coup les bénéficiaires de vos accompagnements. J'entends que pour les collègues de l'Indre-et-Loire, on est plus sur la forme d'une équipe mobile. On a le réflexe, nous, quand on a des jeunes qui sont en errance aux quatre coins du territoire national, de solliciter les acteurs dédiés à la problématique au local. Donc, ça va être la DAP 13 avec Olivier que je vois là-bas. Ça va être Entracte sur le territoire du Vieux-Lille, puisque nous, on n'est pas sur, on est sur les autres arrondissements, mais pas sur celui-là. Ça va être le dispositif ALBA pour la Loire-Atlantique. Ça va être Arkea Norway sur la gare du Nord. Enfin, voilà, et j'en passe. Et donc, je me demandais si, dans le cadre du déploiement de vos projets, si demain nous venions à avoir une jeune qui est en transit, mais plus ou moins long, en fait, sur vos territoires, est-ce qu'il est possible pour notre point écoute départemental de prendre contact avec vous et d'assurer, ça fait partie des pas de côté finalement, mais du coup d'assurer un relais au local auprès de cette jeune pour lui permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins dans cette temporalité, tout en se disant, oui, elle ne rentrera pas dans les clous des 15 mesures ou bien de l'équipe mobile, de fait, puisqu'elle n'est pas de votre territoire, mais n'empêche que c'est une jeune qui est dans cette problématique, qui a ces besoins-là. Et on aime bien identifier ce type d'acteurs, en fait, pour pouvoir assurer des relais. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on en fasse l'économie. En tout cas, la mission de prévention spécialisée a l'habitude de cette agilité-là, et je pense qu'il faut qu'on la maintienne sur nos dispositifs-là aussi. Se posera la question des prises en charge au long cours, type aide sociale à l'enfance, certes, mais c'est là où elles sont à un moment donné. Donc, il faudra bien qu'on s'organise collectivement et au niveau national et territoire d'outre-mer, le cas échéant, pour répondre à ces jeunes. Je crois qu'on parlait de décloisonnement partenarial, mais je pense qu'il faut qu'on décloisonne aussi nos propres territoires. On le voit bien sur la question des fugues et des disparitions inquiétantes. On a quand même du mal à avoir un repérage un peu national parce que c'est pas très opérant quand nous du 37 elles vont dans le 93 ou dans le 86. On a quand même du mal à les récupérer et puis à savoir exactement où elles sont victimes, où elles le sont plus et comment ça s'organise. Donc je pense qu'il faut que nous aussi on décloisonne nos propres territoires sur les prises en charge. Donc nous en tout cas on a envie de répondre oui à la sollicitation, il n'y a pas de souci. Je pense également qu'il ne faut pas en faire l'économie. Et effectivement, ça a été une question qui a été soulevée à plusieurs reprises où effectivement on a été contacté pour des jeunes filles qui étaient dans notre région et qui pouvaient justement avoir un besoin d'une mise à l'abri et d'un accompagnement adapté, justement. Et effectivement, avec ma direction, on en a parlé. Et bien sûr, c'est une évidence même que sur l'instant, on les accueille et on continuera d'accompagner et d'évaluer ensemble le mieux pour elles. C'est plus une autre... le avant la fugue. Moi, je m'appelle Héloïse Marie. Je suis la juriste du dispositif Inside, qui est un dispositif qui concerne principalement les maraudes numériques, qu'on a un peu évoqué tout au long de la journée, mais qu'on n'a jamais vraiment... on n'est jamais allé au fond. Donc, le dispositif Inside, il fait 3 types de maraudes numériques. Je me suis emmêlée dans les fils de mon... Voilà. Il fait 3 types de maraudes numériques. Il fait une première maraude qui c'est un peu on va à la pêche, hein, clairement. On va sur les sites de sexe tarifés, les sites de gens en ligne. On parle beaucoup de pédocriminels sur des chatrooms. Voilà. Qu'on signale évidemment puisqu'on fait partie des dispositifs de la protection de l'enfance. La deuxième chose, c'est qu'on fait aussi un maillage autour de ces jeunes via l'intervention de différents partenaires qu'on appelle des mises en place de filets de sécurité, puisque comme vous l'avez dit, les jeunes bougent. Nous, on est sectorisé à Nice. Clairement, je pense qu'elles sont passées par Toulon. On a 30 jeunes en file active, en souffrance, qu'on voit régulièrement. Elles sont passées par toutes vos villes, y compris ici. Et elles sont principalement, je vous le dis, chez nous pour le moment, puisque tous les sextours passent à Nice actuellement. Voilà. Merci. Le Festival de Cannes et le Grand Prix. C'est une prostitution organisée.
Voilà. Et du coup, on a un troisième type de maraude qui est le perdu de vue. Donc, on est mandaté par les institutions de la protection de l'enfance ou par les parents pour rechercher les jeunes en fugue, notamment. L'idée étant toujours de leur offrir une porte de sortie et ensuite de les réorienter vers les partenaires qui nous ont mandatés. Et comme on a beaucoup abordé la question des maraudes sans aller dans le fond de ce que pouvait être une maraude numérique, voilà, et on a virtualisé l'accompagnement. Vous parliez de protéger un peu différent. Nous, on s'est dit, vous êtes tous autour d'eux, vraiment. Dans la vie IRL, ils vous ont tous. Mais dans la vraie vie numérique, qui est aussi une vraie vie, ils n'ont personne. Ils n'ont pas de travailleur social, ils n'ont pas d'éduc, ils n'ont pas d'AS et ils n'ont surtout pas de juriste. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais ils font d'énormes bêtises numériques. Et la question, c'est d'intervenir au bon moment. Et aussi, ils ne savent pas se protéger. On pense tous qu'on est très pertinent sur la question de la protection de ces données. Ce n'est pas le cas. Ils sont très nuls. C'est d'excellents auto-entrepreneurs, mais ils sont de très, très mauvais protecteurs de leur propre vie privée. Et ça, c'est intéressant aussi d'intervenir sur ce biais-là. Et comme on avait juste évoqué le sujet, je ne voulais pas en rajouter. Mais je voulais absolument qu'on parle des maraudes. Merci beaucoup. Je peux faire écho aux maraudes parce que c'est vrai, vous avez bien fait de le soulever. Effectivement, c'est un aspect qu'on exploite en tout cas sur le dispositif OCAM, les maraudes numériques, sur les sites dédiés justement et sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, avec lequel, ce qui nous permet de garder du lien avec les jeunes filles, d'avoir un petit peu aussi écho de ce qu'elles font parce que leurs amis deviennent nos amis et très vite on voit un petit peu, on a une entrée supplémentaire en tout cas à cet espace numérique. Et aussi sur les sites où justement elles mettent des annonces, en tout cas les proxénètes mettent les annonces pour elles. Ça nous permet un petit peu d'évaluer, de voir et d'identifier en tout cas les lieux où elles peuvent être. Et effectivement, Nice en ce moment est au cœur de la problématique. On est d'accord. Et Paris. On a fait quelques petits voyages. Mais oui. Nous, on avoue que dans le dispositif, la maraude numérique, on se l'est posé plein de fois, l'accès aux réseaux sociaux aussi, mais qu'on se sent très démunis face à cette question-là. On a fait le webinaire Inside et on a appris plein de choses, mais en fait, on se sent complètement en décalage avec sûrement leurs besoins et qu'on a surtout besoin de formation sur cette question-là. On en est parfaitement consciente, mais matériellement, on n'a pas le temps d'aller sur cette question-là non plus. Il faudrait peut-être être partout en même temps. Comme le soutien à la parentalité, c'est compliqué, comme replacer la question de la responsabilisation parentale. Il y a encore plein de questions qui, pour nous, ne sont pas traitées, aussi parce qu'on est trop ignorant sûrement sur le sujet, et en tout cas, on a aussi besoin de se former et d'avancer. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles ont, ce matin, on disait 3-4 trains d'avance sur le numérique, en tout cas, et sur l'Indre-et-Loire, elles ont 10 trains d'avance, ça c'est certain. D'où l'intérêt du réseau et du partenariat et de la collaboration. Parce que ce que fait madame, nous on le fait pas, et puis ce que vous faites, d'autres le font pas, et c'est chouette de travailler ensemble. Je crois qu'il y a une autre question. Moi, j'avais une question. Si je pouvais donc rebondir, je suis désolé. Non, mais, nous, donc, on ne fait pas des maraudes en tant que tel, ce n'est pas la vocation d'un foyer. Ce qui n'empêche qu'on a fait ça de manière très empirique. Je ne sais pas si c'est les bonnes méthodes. En tout cas, nous, les équipes éducatives, il y a un portable de service, il y a Snapchat, il y a TikTok, et il y a du lien qui est constant avec les adolescentes. Et en fait, c'est au quotidien, les jeunes, elles donnent de leurs nouvelles via les réseaux sociaux. Les éducateurs s'en sont donc emparés. Et je pense encore à il y a environ 6 mois, on a eu un signalement donc, au parquet qui est parti grâce à TikTok sur 2 jeunes qui étaient en fugue et une jeune qui a filmé le groupe avec qui elles étaient. En fait, on a fait remonter tout un réseau de proxénétisme de Villeurbanne, là pour le coup, c'était chez nous. Parce que la jeune, je pense, c'était aussi un choix de sa part. Elle a filmé la soirée, entre guillemets, et on s'est retrouvé avec tous les visages. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'était, quand on dit qu'on réimagine les règles dans les établissements, dans les foyers d'ados, nous, même sur le foyer Nef, aujourd'hui, on est moins pris par ces questions-là. Moi, il y a des portables qui circulent, et les éducateurs, ils sont sur TikTok, ils sont sur Snapchat. Et je discutais à Angers, il y a quelques mois, avec des collègues d'un foyer de l'urgence, qui appartenaient d'autres départements, qui disaient, mais vous avez raison de le faire. Le problème, c'est que nous, dans les foyers publics, on a des restrictions, on ne peut pas installer les applications sur les téléphones. Voilà. Chez nous, on le fait parce qu'à un moment donné, c'est des nouveaux médias, ce sont des médias de lien avec les adolescentes. Et dans cette errance, c'est aujourd'hui un préalable pour le maintien du lien.
Mais je crois qu'on faisait attention à la définition des mots ce matin. Je pense qu'il faut qu'on puisse définir marron numérique et le lien numérique, qui est pas la même chose et qui n'est pas le même travail. Je crois qu'il y a une dernière question, puis après on conclura, parce que les marrons... Ah pardon, et une autre. 2 dernières questions, voilà. Alors du coup, moi, donc je travaille en Isère, je suis chef de service dans une MEX à Grenoble, et c'était une question pour Koucha et Lilo. Autant pour Koucha, j'ai bien compris le phénomène de désemprise sur la question de l'éloignement. Autant sur Lilo, ma question c'est comment vous faites pour travailler la question du pouvoir d'agir et de reprendre un peu de pouvoir d'agir pour ces jeunes filles qui, si jamais elles sont sous emprise et qu'elles sont victimes de réseaux en étant dans le centre-ville de Lyon. Voilà. En fait, les réseaux, les proxénètes sont autour de Villeurbanne. On n'a pas de plaque, mais on nous repère très très vite quand même où on est situé, même si dans l'ensemble, les jeunes filles, elles protègent quand même beaucoup ce lieu-là. Quand même, on se rend compte qu'elles préservent ce lieu-là. Après, il y a énormément en fait, de temps de discussion de l'équipe éducative à mettre des mots. On n'est pas dans du jugement, on les prend là où elles en sont. On le répète beaucoup quand elles partent en fugue. Tous les matins, elles ont leur message comment tu vas ? C'est pas t'es où ? Tu rentres quand ? Tu devrais pas ? C'est dangereux. Ça, elles le savent, tout ça. C'est plutôt vraiment on pense à toi. Et puis il y a même une jeune qui nous dit mais continuez à m'envoyer le message. Je vous réponds pas, mais je sais que vous pensez à moi et je reviendrai quand je pourrai ou quand je voudrais. Et du coup, c'est petit à petit par ce lien de confiance qu'on instaure avec les jeunes filles. On espère que petit à petit, elles puissent se détacher de l'emprise de certains réseaux, mais c'est très très long. Et puis bien sûr, en fait, nous, c'est pour ça qu'on est une pièce du puzzle. On ne va pas correspondre à toutes les solutions, mais on l'a fait, nous, donc les mesures d'éloignement. Et puis donc 3 heures plus tard, devant le foyer, au fin fond de la campagne à Pétaouchnok, il y avait 3 Mercedes avec les vitres teintées qui récupéraient, nous les ramenaient. Donc une fois qu'on voit ça, on se dit, bon, c'est très bien que l'éloignement, peut-être aussi pour des jeunes qui ont leur parcours à prendre conscience de là où elles en sont. Nous, l'idée de Lilo, les jeunes, quand elles rentrent, la porte d'entrée, nous, je le redis, c'est pas la prostitution. La porte d'entrée, elles sont dans l'errance. On disait tout à l'heure, sur les 23 jeunes qu'on a accompagnés depuis 2 ans, il y en a 21 qui sont et qui ont été victimes de prostitution. L'idée, nous, c'est de leur permettre de reprendre confiance dans les adultes, de comprendre là où ils en sont, de mettre des mots et effectivement ensuite de pouvoir travailler cette mise à distance et de cette sortie. Mais tant qu'elles sont encore dans ces enjeux de dépendance, de séquestration, la croyance qu'en les éloignant, ça marchera, on l'a tous fait, à un moment donné, ça revient. Ou alors, pire, ça va aller ailleurs, elles vont fuir à un autre endroit, et en plus, on les aura perdu de vue. Donc, nous, vraiment, le projet de Lilo, c'est on te permet d'avoir un lieu où te poser, à te réfugier, et de te rendre compte que des éducateurs ne sont pas là pour te faire du mal, de te rendre compte que quand on te dit quelque chose, on va le faire, que nous, il n'y aura pas de relation tarifée. C'est comme des jeunes qui ont eu un parcours, qui, dans leur famille, on ne sait plus qui est bon, qui est mauvais. Il y a eu des ruptures dans les institutions. Pour certaines, on croisait des éducateurs sur leur route qui, pour le coup, n'étaient pas de confiance donc non plus. Ça leur permet d'avoir un lieu qui soit donc préservé. Bien évidemment, ça reste une discussion qui nous traverse tous les jours. On a des jeunes qui sont sous séquestration. On a ouvert donc Lilo le 1er septembre à 9h. À 11h, il y avait une voiture qui était là, devant le foyer. On dit, bon, là, ça aura duré 2 heures. On n'était pas connus pendant 2 heures. Une semaine après, il y avait un proxénète qui rentrait dans la cour en disant « Ici, les filles, elles sont à moi ». Ouais, donc, on travaille avec ça. Ça a posé la question du risque sur les éducateurs qui bossent sur place. On a aujourd'hui un seul éducateur et 6 éducatrices. Il faut être un peu armé quand même au quotidien pour faire face aux menaces, pour faire face aux réseaux qui gravitent autour. L'idée, c'est de se dire Lilo, il faut un lieu où, quand elles ne sont pas encore prêtes à s'éloigner, où elles puissent venir s'y réfugier. Et vraiment, les jeunes, elles protègent le lieu. Ça, c'est vraiment un des points positifs. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si elles protègent le lieu, c'est qu'elles sont en train de prendre conscience de quoi elles sont. Puis, l'idée aussi des éducateurs, c'est de permettre de trouver des leviers aux jeunes filles
sur quand est-ce qu'elles s'estiment réellement en danger, même si nous on sait du moment qu'elles sont à l'extérieur, elles sont en danger, mais elles gèrent, hein, quand on les écoute, c'est de se dire à quel moment elles sentent, et on met en place des codes, par exemple, notamment quand des jeunes filles sont séquestrées, hein, où il y a quelqu'un qui les surveille H24, elles définissent un mot. Et quand il y a ce mot-là, nous on fait comme on peut, hein, donc on travaille avec le parquet, on travaille avec la police, on essaye de maintenir le lien avec les jeunes filles, ou même des fois c'est d'autres, par une copine, et donc l'équipe éducative se transforme en vraie enquête de police. On signale énormément au parquet, on a des caméras, hein, donc c'est les plaques d'immatriculation, et on essaye de faire remonter au maximum d'informations pour que ça avance. Je pense que c'est des moyens d'action qui sont différents. Les modalités d'accueil et d'accompagnement de l'ILO sous cette forme-là ou celle de Koucha, mais qui ne sont pas à opposer parce que, en fait, elles interviennent à des moments qui sont différents. Par moment, les professionnels vont solliciter un éloignement à Koucha parce que, en effet, la jeune est en danger et qu'ils ont peur pour sa sécurité. Mais en fait, pour une jeune qui a été dans l'errance pendant longtemps, la mettre dans un centre où elle ne pourra pas sortir, où elle va être avec 6 personnes, 3 éducateurs par jour, elle va aller à l'école et elle n'aura pas son téléphone, en fait, c'est extrêmement violent. Et on a pu avoir des situations de jeunes qui décompensent vraiment, avec des crises classiques extrêmement importantes parce que c'était pas le moment pour elles. Et pour autant, l'accroche et le fait de déconstruire cette relation travestie qu'elles peuvent avoir avec les adultes dans un lieu comme l'ILO, où l'idée c'est qu'il n'y ait pas de fin de prise en charge parce qu'il y a eu trop de fugues et de pouvoir continuer en fait l'accroche. Je pense que c'est aussi intéressant. Je pense que c'est des méthodes d'approche qui sont différentes et au plus on aura aussi des dispositifs comme ça qui peuvent compléter et s'adapter aux besoins des jeunes. Je pense au mieux on arrivera aussi à accompagner. Et puis nous on doit préparer les jeunes aussi par exemple à un accueil sur Koucha. En effet, ça ne se fait pas en une nuit parce qu'il y a toutes ces questions-là qui sont en jeu. Et je rejoins aussi ce que vous dites sur le fait que les jeunes qui sont à Koucha, mais aussi sur les lieux du réseau Satouk, ont compris que le lieu est sécurisé et sécurisant pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc il y a une certaine... un respect de ce lieu et du maintien de la sécurité. Voilà. Et aussi le fait de travailler, c'est un travail que la psychologue fait sur le travail, sur l'emprise, sur le psychotraumatisme, etc. Au lieu de travailler sur les psychotraumas, elle leur parle de qu'est-ce que c'est un psychotrauma, qu'est-ce que c'est l'emprise, et pour montrer que d'autres en sont victimes et qu'elles ne sont pas toutes seules, pour prendre conscience et ça travaille aussi la sécurité. Je vous remercie. On va prendre la dernière question. Oui. Merci beaucoup. Du coup, Mathilde Bidal, je suis éducatrice en protection de l'enfance et je suis également référente sur un dispositif ado-sexo de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Merci pour vos retours. J'avais une question notamment pour les professionnels du service au calme. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accueil inconditionnel des mineurs sur votre service, mais en même temps, vous avez déjà nommé plusieurs conditions, c'est-à-dire un accueil de 6 mois renouvelable, un arrêt à majorité. Donc du coup, ma question, c'était comment on travaille un accueil inconditionnel quand on est soumis à des réalités comme celle-ci. Mon autre question, c'était que vous avez parlé d'un accueil type placement, mais d'un accueil de jour, et en même temps avec quelque chose qui s'apparente à du placement à domicile maintenant qu'il est un peu mis à mal dernièrement par la Cour de cassation. Donc en fait, j'aurais aimé savoir vraiment quel type de mesures vous effectuez dans le cadre de la protection de l'enfance. Merci. Alors, c'est un accueil de jour renforcé et effectivement, le lieu de vie principal des mineurs qu'on accompagne, c'est le domicile parental. Pourquoi ? Parce que les 3/4, ce ne sont pas des primo-placements. Elles ont mis en échec les lieux précédents et qu'aujourd'hui, on a fait appel à un principe de réalité au fait que l'institution, ce n'était pas quelque chose qui pouvait leur convenir. Le domicile, pas forcément. Ça pouvait péter. Et l'entre-deux, c'était peut-être l'accueil de jour avec les mises à l'abri à disposition. Donc, on a des appartements et des lits
où on les accueille et où elles peuvent effectivement rester plusieurs nuitées, plusieurs jours, selon le besoin, selon la problématique du moment, si c'est avec la famille ou avec effectivement le réseau de prostitution. C'est un accueil de jour renforcé avec des mises à l'abri en cas d'urgence. Je peux pas vous... Ouais. Ça a été fait vraiment pour répondre à la problématique en réfléchissant à qu'est-ce qu'on pouvait donner comme accès à ces jeunes, tout en évitant qu'elles soient dans l'errance. Parce que la finalité, les jeunes filles, moi je travaillais en MEX précédemment avant d'intégrer Au Calme, j'ai retrouvé 5 jeunes filles que j'avais eues en MEX, qui étaient placées dans la MEX, mais qui n'étaient jamais là. Où on supposait effectivement qu'elles étaient dans des réseaux de prostitution. Et effectivement, quand elles sont arrivées Au Calme, c'était plus une supposition, c'était avéré. Et on avait les moyens de mettre en œuvre avec le Aller Vert et le travail avec la famille, avec les jeunes filles et tout ce qu'on pouvait mailler autour avec d'autres professionnels. Et répondre aussi à cette mise à l'abri. Et ça fait écho au fait que l'AMEX, il y avait un cadre, il fallait rentrer à certaines heures, etc., répondre au cadre institutionnel. Aujourd'hui, l'accueil de mise à l'abri à Au Calme, il se fait quand elle le souhaite. Ça peut être à 2h du matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être à n'importe quel moment. Et l'accueil est fait en répondant à la problématique, c'est-à-dire sans poser de cadre et d'injonction comme on peut le faire en MEX, avec tout ce qui se passe autour. Il y avait une autre... La notion d'inconditionnalité, on dit inconditionnel parce qu'on a eu des passages à l'acte violent, on a eu des consommations de stupes, tous ces aspects en fait, qu'on peut retrouver dans notre travail en institution, qui sont venus un petit peu bousculer un petit peu notre accompagnement et nous re-questionner sur c'est quoi l'inconditionnalité chez nous, chez Au Calme. Et donc c'était répondre à tout ça. Et donc, je dis inconditionnel parce que là où une MEX pourrait mettre à mal ou de réorienter une jeune, en tout cas sur quelques jours en répit parce qu'elle a tout pété, nous, elle pète tout, c'est qu'elle avait besoin de tout péter. On va trouver la solution à l'instant T sur le dispositif. Okay. Donc plutôt dans un principe de non-abandon et pas de rejet. Complètement. C'est plutôt en cela que vous utilisez le terme inconditionnel. Complètement. Ok. Avec une notion d'accepter de laisser partir aussi. Pour mieux revenir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour laisser la clôture. Merci à tous les intervenants qui se sont succédés toute cette journée sur cette thématique. Il fait très très chaud dans la salle, on sait bien, c'est un peu compliqué. Donc merci à tous ceux aussi qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. On va essayer de vous libérer rapidement. Et pour ce faire, je vais appeler Madame Sandrine Pépi, directrice des programmes nationaux de droits d'enfance, pour l'allocution de conclusion. Alors, allocution, c'est un grand mot, mais j'ai la lourde tâche de conclure. Vous êtes fatigués, on a essayé de remettre la clim, j'espère que ça a un peu fonctionné. Vous aurez de l'eau à l'extérieur, ça peut toujours vous aider. En tout cas, je voulais vous remercier toutes et toutes pour votre présence aujourd'hui, pour ceux qui sont partis, mais aussi pour ceux qui sont restés, pour la richesse des échanges tout au long de la journée. On voit que c'est un sujet complexe qui est nécessaire et où il y a pas mal de débats, mais ça vous a aussi permis de vous rencontrer. Pour nous, ces premières rencontres parées marquent une étape importante dans notre mobilisation face à l'exploitation sexuelle des mineurs, la mobilisation qui est collective. Et elle vient nous rappeler qu'une action coordonnée, transversale et durable permet, en tout cas, ou au moins on tente d'essayer de faire avancer la prévention, le repérage et la protection à ce niveau-là. Donc déjà, c'était fructueux tous ces échanges. Moi, je voulais parler surtout des perspectives de parée, des échanges. On en a eu toute la journée sur différents sujets. Et je voulais on nous a parlé des outils. On vous remercie pour vos contributions. Elles sont utiles, elles sont nécessaires. Continuez à nous envoyer vos informations, tout ce qui concerne vos structures, parce que pour nous, c'est très utile et ça contribue à nous faire avancer dans notre quotidien et à pouvoir produire des outils qui sont aussi en phase et en adéquation avec les besoins et les enjeux dont on a parlé toute la journée. Par rapport aux perspectives,
Vous savez qu'on organise chaque année des webinaires. En 2025, la thématique était la santé. On a eu un premier webinaire sur la santé sexuelle. Et donc, dans les perspectives, on en aura un temps fort en septembre qui sera sur les polyaddictions et un second en décembre qui sera sur le psychotraumatisme. On n'a pas encore les dates. On revient vers vous assez rapidement et prochainement, surtout pour suite septembre, où vous pourrez vous inscrire comme d'habitude. Il y avait aussi l'annonce de la création de 2 groupes de travail et d'études qui vont être faits, qui va être dans le prolongement des actions et qui est en lien quand même avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Le premier se fera dès la rentrée 2025 et vous aurez les informations qui vont vous arriver assez rapidement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. On en a beaucoup parlé aujourd'hui des enjeux numériques. Donc il a été discuté et décidé de créer un groupe d'études en fait sur les pratiques d'aller vers numérique en matière d'exploitation sexuelle. Et ce groupe, il est porté conjointement avec l'association Point de Contact qui est dans la salle et que je remercie. Ils sont avec nous, on les a pas entendus, mais en tout cas ils sont avec nous depuis ce matin. Et les informations vous parviendront assez rapidement. Le groupe d'études se mettra en place dès le mois de septembre avec un objectif de pouvoir discuter et d'échanger sur ces pratiques-là. Et je pense que c'est un sujet qui est plus que nécessaire. On en a parlé quasiment à toutes les tables rondes, je pense. Donc voilà sur ce point-là. Et en janvier 2026, même si on va commencer à le constituer en fin d'année, c'était sur la première table ronde de ce matin, on a beaucoup parlé des réalités ultramarines. Et donc on va créer un groupe de travail, un groupe de partage au sein des territoires ultramarins avec cette idée de travailler, d'essayer de trouver des solutions pour répondre à leurs enjeux et leurs besoins. Alors comme je l'ai dit ce matin, il y a les enjeux et les besoins qui croisent ceux de la métropole et les autres non. Et on verra comment on peut interagir aussi avec les autres partenaires de Paris en métropole. Voilà pour les perspectives sur les groupes de travail. On a parlé du centre de ressources qui est important. On attend aussi vos retours pour l'améliorer. On est en train de travailler une deuxième version de ce centre de ressources pour l'améliorer, qui soit plus accessible, qui soit plus complet et qui réponde vraiment à vos besoins. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. On travaille sur cette deuxième version. Et voilà, pour les perspectives, je pense que je vais m'arrêter là. Avant de conclure quand même, je vais adresser mes remerciements déjà à la DGCS. On l'a déjà dit ce matin, mais je le répète. À notre fil rouge de la journée, qui est Samia Monique, je ne sais pas où elle est partie, mais elle est là. Je la remercie, qui a toute la journée su animer et faire du lien à travers tous les débats. Bien évidemment, à l'équipe Paré, Chloé, Amélie et Céline, qui contribuent largement... Merci pour leur énergie déployée au quotidien pour rendre ce programme très actif aujourd'hui et qui permette de faire du lien entre vous tous. Je remercie quand même Solène, elle est là-haut, Solène Philippe, qui était à la technique, la logistique, la communication, et elle est derrière, vous ne la voyez pas, mais elle est là et je voulais quand même la remercier. Et de manière générale, je voulais remercier tous nos intervenants, tous nos partenaires, les soutiens logistiques, parce que dans la salle, il y a plusieurs personnes de la Fondation Droits d'Enfance qui sont là et qui nous ont appuyés au quotidien. Vous les avez vus à l'entrée, vous les avez vus avec les micros, donc je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie énormément pour ça, parce que tous autant qu'on est aujourd'hui, que ce soit professionnel de la protection de l'enfance ou d'autres domaines qu'on est dans la salle, et les acteurs et les professionnels de droits d'enfance, ont contribué à faire de cette journée une vraie réussite. Alors, on vous donne rendez-vous, on l'espère, pour l'année prochaine pour les deuxièmes rencontres Paré. Et merci à tous et bon retour à tous. Au revoir.